Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 62. Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai un invité. Et quel invité? Un invité d'envergure. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma blague. Et oui, parce que c'est la deuxième fois qu'on réenregistre ce podcast. Voilà, voici les coulisses, des fois ça bug. Et mon invité aujourd'hui, c'est Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Clément, merci beaucoup. Je suis ravi de nouveau d'être avec toi et d'être ton invité aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Et ce qu'on disait d'ailleurs dans le précédent, podcast qui n'a pas marché, nous sommes très proches parce que du coup, on va le voir, mais Jérôme, tu es également au Portugal et on est vraiment pas loin donc pas d'excuses, ça va marcher pour la connexion, hein. Zoom, il va pas nous embêter très longtemps aujourd'hui. Hem, donc Jérôme, vous allez apprendre à le découvrir. Est-ce que Jérôme, déjà, tu peux nous refaire une petite présentation? Tu avais déjà commencé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer qui tu es, ce que tu fais, peut-être ton parcours, qui est un parcours inspirant du coup? Merci beaucoup. Qui je suis? Donc, je suis Jérôme, j'ai 39 ans, bientôt 40 à la fin de l'année. J'ai baigné dans le sport depuis que je suis tout petit en réalité, puisque j'ai commencé la gym à haut niveau. J'avais baby gym, j'avais 3-4 ans et j'étais en équipe de France de gymnastique jusqu'à mes 20 ans. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers du coaching où j'étais accompagné en tout cas par un coach. Donc tout ce qui était sport au quotidien, nutrition au quotidien, le lifestyle qui entoure le sport, j'ai toujours baigné dedans et ça m'anime fortement encore aujourd'hui. Et je pense que mon choix de carrière est forcément lié aussi à tout ça. Je suis actuellement au Portugal puisque du coup, je suis en van life comme on peut le voir ici aujourd'hui. C'est un parcours de vie qu'on pourra, échanger dans quelques instants ensemble. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je vis avec ma femme qui s'appelle Marine, qui est juste à côté et qui travaille sur son PC actuellement derrière et puis je suis ravi d'être là. Donc Jérôme et Marine, vous êtes coach en ligne, on va y venir aussi après. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est déjà vus, 2 fois je crois en présentiel on va dire et on fait le même métier. Globalement, Jérôme, on le verra après, vous pourrez le retrouver aussi sur Instagram, il crée du contenu, il accompagne des gens. Hem Et Jérôme, c'est aussi quelqu'un qui est passionné de bodybuilding, je pense qu'on va en parler aussi dans une deuxième partie. Par rapport à ton parcours, Jérôme, donc toi, tu t'es mis aussi dans le métier de coaching en ligne assez tard dans un sens, comme moi finalement. Enfin voilà, on n'était pas forcément dédié à ça au démarrage. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de, après les études, où est-ce que tu étais? Ce que tu as fait? Pourquoi ensuite tu es passé en coaching? D'où c'est venu? OK. Alors là-bas, j'ai 40 ans, donc il y a 20 ans en arrière, le métier de coach sportif, c'était pas un métier à la mode comme aujourd'hui. Donc clairement, mes parents, parce qu'à l'époque, comme encore maintenant, je pense beaucoup, les parents induisent énormément le parcours des enfants dans leur choix d'études. Donc je suis parti en école de commerce classique, j'ai fait un BTS, une licence, un master 1, master 2. Donc j'ai de la carrure, mais j'ai aussi un cerveau, heureusement, bien vifé. Et du coup, je suis parti dans le monde de la grande distribution, rien à voir, du coup, où très rapidement, j'ai été directeur de magasin. Ça a été mon premier métier à la sortie de mes 24 ans. J'avais mon diplôme. Quelques mois après, j'étais directeur de magasin. Pour l'anecdote, j'ai fait ce métier-là par défaut, ou du moins par coup de pied au cul de mon père, puisqu'en réalité, je venais d'avoir mon diplôme et quelques semaines plus tard, mon père, moi j'étais en mode vacances, tranquille, c'était l'été, mais en fait, non, j'avais pas le droit aux vacances, c'était directement, il fallait trouver du taf. Il m'a réveillé un matin, il m'a dit, ouais, j'ai vu qu'il y avait un forum pour l'emploi à Toulouse, on va y aller ensemble, etc. Moi, j'avais pas envie, etc., mais vraiment pas. Et je suis arrivé là-bas, la fleur au fusil. Il y avait un stand, à l'époque, c'était Champion, et après, c'était devenu Carrefour, parce que Carrefour avait acheté Champion. Et je m'assois sur le truc, je tombe devant un mec, c'était un responsable RH. Et je lui dis, voilà, je suis jeune diplômé, qu'est-ce que vous proposez pour le jeune diplômé comme moi, etc., comme travail? Mais je suis allé vraiment la fleur au fusil, je m'en foutais, hein, réellement, j'avais pas envie de travailler. Et je dis, bon, pourquoi pas, etc. On passe des entretiens, des personnalités. Ça s'appelait le test Sigmund, je pense, comme ça. Il te pose 150 questions en 15 minutes. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. En réalité, c'est un test de personnalité. Et une semaine après, il me rappelle, il me dit, non, monsieur Témin, ça va pas le faire. Oh, bah, j'étais content dans ma tête, j'ai dit, super, j'ai fait autre chose. Non, à la place, on vous propose un poste de directeur de magasin. Je fais, oh putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Je m'y attendais pas du tout. Et là, ça s'est enchaîné très rapidement. En l'espace de 2 mois et demi, je quittais le cocon familial à 24 ans, que Tanguy, on va dire, où du coup, je me suis retrouvé à devoir déménager dans les Pyrénées Atlantiques. Et j'ai commencé ma carrière chez Carrefour pendant quasiment 4 ans. 4 ans où il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu des hauts dès le départ, parce que c'est hyper plaisant, c'est enrichissant, il y a de l'expérience, il y a tout ça, tu as 24 ans, directement un métier de cadre, j'étais cadre en plus, tu vois, donc c'était hyper passionnant, tu commences, c'est ton premier métier, tu gagnes bien ta vie malgré tout, sauf que humainement parlant, c'était une boîte de merde.
Je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui en tout cas, mais moi il y a 15 ans en arrière, c'était une boîte de merde. Donc très rapidement, je me suis retrouvé à faire des choses ou à avoir des visions ou à mettre des choses en pratique qui n'étaient pas dans mes valeurs, clairement. Et Mmh. sauf que je me sentais un peu menotté. Tu as un CDI, tu es cadre, tu as la fierté de tes parents derrière, que c'est ton premier boulot, tu es directeur de magasin. J'ai quand même tout quitté. Je suis parti du jour au lendemain, j'ai fait un gros abandon de poste ou une démission, je sais plus, et j'ai tout quitté. Mais j'avais aimé quand même le métier de direction. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré, le côté humain à l'intérieur, de manager des équipes, de faire que les gens, tu leur donnes des objectifs pour arriver à des résultats. Ça, j'avais vraiment kiffé ça. Travailler avec une équipe, j'adorais ça, vraiment. Et je me suis retrouvé à repartir directement dans la grande distribution, mais rien à voir, dans le textile. Donc j'étais chez Kiabi pendant plus de 15 ans, une boîte en or. Et aujourd'hui, ça l'est toujours parce que je suis encore en relation avec cette boîte-là. Très humaine, vraiment superbe. Donc il a fallu que je repasse par la case manager pendant quelques mois avant de repasser par la case directeur. Donc j'ai accepté de baisser en salaire, j'ai accepté de baisser en responsabilité, mais je trouvais ça logique dans un apprentissage que de repasser par les bases, tout simplement. J'ai kiffé ce métier-là. J'ai fait 4 magasins différents en 15 ans, tous dans le 06. Donc j'ai fait Nice, j'ai fait Cannes, Grasse, Villeneuve-Loubet. Donc, c'était vraiment des belles expériences humaines, professionnelles. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Donc je n'étais pas parti enfin, je ne suis pas dit que j'allais un jour quitter ce métier-là parce que ça me plaisait. Personne m'embêtait. J'avais pas de super hiérarchie qui m'embêtait, etc. et tout. J'avais une équipe en or, c'était que je travaillais qu'avec des femmes adorables, etc. Donc c'est vraiment un beau métier. J'ai kiffé ça. Euh, Après, ce qui s'est passé, le confinement, le premier Covid, donc du coup, m'a littéralement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé les magasins, forcément. Et moi, j'ai continué à travailler à la maison. Donc, je D'accord. faisais les RH, les payes pour les filles, etc. Tu vois, je suis resté à travailler sur le PC. Ça faisait quelques mois que Kiabi commençait à travailler si je peux dire, du distanciel. En gros, on pouvait avoir un PC. On n'avait pas de PC avant en tant que directeur de magasin, un PC portable. Et on pouvait commencer à travailler à la maison depuis quelques mois. L'entreprise cherchait à développer aussi le plaisir au travail, tu vois, l'empowerment et tout ça, etc. Donc, c'était plutôt cool. D'accord. Et ce qu'ils appelaient à l'époque la libération des entreprises. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept, c'est de donner plus de responsabilité en bas de la pyramide, si je puis dire ça Ouais. comme ça, vulgairement parlant, et de libérer un peu le pouvoir de décision. Mmh. Euh, et là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a. Alors, j'ai commencé ma chérie, qui est coach sportive à la base, elle avait déjà son diplôme depuis des années, m'a poussé à passer mon diplôme. Donc, il y a 5 ans en arrière, donc avant le confinement, j'ai passé mon diplôme, mais j'en faisais rien. Je faisais pas de coaching en ligne, je faisais rien du tout. C'était plus, je l'ai passé pour le passé, etc. Ce qui a me laisser l'opportunité de faire mon examen de coach tout en travaillant, tant que les résultats étaient là. Ça, c'était plutôt cool. Ce qui s'est passé, c'est que premier confinement, dès qu'on a réouvert au mois de mai les magasins, j'ai été choqué par le monde, les gens. J'ai le, les gens sont venus se ruer dans les magasins comme si c'était la vie, comme si c'était essentiel. C'était des vêtements, quoi, tu vois, c'était pas de la bouffe, quoi. Mmh. Ça m'a choqué. J'ai été profondément choqué par l'humain à ce moment-là. Moi qui suis beaucoup dans l'humain, sur le coup, ça m'a mis une grosse claque. Ouais. Et clairement, hein, je suis resté, je crois, un mois et demi de plus. J'étais voir mon patron à l'époque, j'ai dit, écoute, c'est fini pour moi. C'est terminé. Je peux plus. Je peux plus, même en parlant. Les gens m'ont. J'étais un peu écœuré, c'est quoi dire de ça, mais le comportement des gens à ce moment-là m'a écœuré. Et je me suis dit, non, plus jamais. Plus jamais. Et donc j'ai tout quitté. Là, pareil aussi, sauf que je l'ai fait avec classe, si je peux dire, parce que l'entreprise était vraiment super remerciante aussi par rapport à ça. Ils m'ont demandé de former mon remplaçant. Et moi, j'adore la formation, j'adore la pédagogie. Donc j'ai aidé au recrutement, j'ai aidé à la formation et à la passation du directeur qui m'a remplacé en magasin. Et ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, je suis encore en relation avec cette boîte-là très fréquemment, hein, plusieurs fois par semaine. Même c'est rigolo, dans mon coaching, ça fait 2 semaines que je coach l'ancien responsable technique de Kiabi qui m'a Ouais. contacté. Donc c'est rigolo, quoi, tu vois. Donc c'était drôle. Et donc voilà, donc et aujourd'hui, je baigne dans le coaching en ligne depuis 2 ans à 100% et uniquement en ligne pour la simple et bonne raison qu'on a choisi un lifestyle différent qui est aussi, je pense, en lien avec ce côté pression que j'ai eu de travailler pendant plus de 15 ans dans la grande distribution avec beaucoup de masse et le après Covid qui pour moi était violent, humainement parlant, l'envie de voyager, l'envie Ouais. de vivre une autre vie, qui est celle que je fais actuellement depuis maintenant plus d'un an, de vivre en van et de travailler uniquement avec une connexion 4G, un PC et, euh, et une webcam. Putain, c'est fou. Bon, bah, merci déjà pour ton partage effectivement, Jérôme, et en fait, toi, tu as eu donc l'envie de voyager. Est-ce que quand tu étais chez Kiabi, en tant que directeur, est-ce que tu voyageais déjà un petit peu? Parce que de mémoire, je crois que tu avais un peu visité l'Asie aussi avant. C'était quoi ton expérience de voyage avant ça? Et c'est l'avantage, encore une fois, de cette boîte qui était humaine, c'est que
j'avais la possibilité, alors j'avais des vacances classiques, 5 semaines comme tout le monde, plus des RTT, j'avais je sais peut-être 8 ou 9 semaines de vacances par an. Et dès que tu bossais un férié, tu récupérais 2 jours, donc humainement parlant, et c'était vraiment assez sympa quand même. Rien à voir avec l'image de la grande distribution qu'on peut avoir en mode no pay no gain, quoi. Tu vois, rien à voir. Et j'avais la possibilité de prendre autant de vacances que je voulais d'un seul coup, tant que les résultats en magasin étaient bons, que mes managers, que j'avais une équipe de managers, faisaient leur taf et que tout se passait bien. Et donc, rapidement, je partais quasiment entre 3 semaines et un mois en Asie, tous les ans, au mois de février. En réalité, je prenais mon sac à dos et je partais comme ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans avant le Covid. Donc, tous les ans, je faisais ça pendant 3 ans avant le Covid. Et c'était un pur kiff. Ah bah, ouais, le fait d'avoir, ça c'est bien parce que c'est j'avoue en tant que directeur, de pouvoir partir 3 semaines, voire un mois d'affilée, il y a pas beaucoup. Déjà rien que quand tu es cadre, déjà c'est quasiment impossible qu'ils te libèrent autant de temps et moi je me Mm. souviens quand je bossais en grande distri, c'était pareil quand j'étais chez Auchan, c'était 2 semaines maximum d'affilée et j'étais allé, Mm. pareil, c'était ce que je racontais dans mon histoire, j'étais parti aux Philippines pendant 2 sem même pas 2 semaines, 10 jours et j'étais revenu, j'avais pété un boulon, j'avais décidé de démissionner en revenant. Parce que 2 semaines, je dis: «C'est impossible, tu peux pas visiter le monde en 2 semaines», tu vois? Le temps que tu y ailles, décalage horaire, l'Asie, c'est trop enfin, c'est trop, tu vois? En 10 jours là-bas, tu enfin, voilà et du coup, toi, au moins, tu avais ça et tu as pas eu la même frustration, du coup, par rapport à ça. Mais du coup, pourquoi avoir, parce que, du coup, si dans ton «taf d'avant» entre guillemets, bon, tu as démissionné pour d'autres raisons, c'était pas pour les raisons de voyage, mais tu avais quand même déjà une bonne expérience de voyage. Pourquoi du coup, c'était parce que c'est quand même atypique, j'avoue, s vivre dans un van, ça fait combien de temps que vous vivez dans le van là, du coup déjà? 1 an? On a ben, le 12 mars 2022. D'accord, donc un petit peu plus d'1 an. Pourquoi? Ouais. Pourquoi un van qui est enfin, symbole de liberté j'imagine, mais pourquoi? Juste si je peux rebondir sur ce que tu disais, la boîte elle-même ne permettait pas ça. Quand je suis arrivé au tout début, il y a 15 ans en arrière dans cette boîte-là, ça n'existait pas. C'est vraiment parce que l'entreprise, c'est la même famille que Decathlon, et cetera et tout, a décidé dans cette libération humaine, de pouvoir faire confiance à ses équipes. Et finalement, ça n'a jamais changé les résultats de l'entreprise en réalité, tu vois. Ce Mmh. côté humain, je pense que mon côté humain aujourd'hui que j'ai, outre les valeurs que m'ont donné mes parents, il vient aussi énormément de cette boîte-là qui était fort pendant 10 ans, qui m'a énormément apporté et qui m'a ouvert les yeux sur ce côté, l'humain, en fait, si tu lui fais confiance, si tu mets des choses en place, si tu le guides comme il faut, si tu tends la main quand il faut l'attendre, enfin, il y a tellement de choses autour de l'humain qui fait que ça peut que fonctionner. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse, mais au début, c'était très rigide comme n'importe quelle boîte, c'était 2 semaines maximum, etc. Et Ouais, ça s'est fait petit à petit, hein. Ça se fait pas en d'accord. une année. Tu libères pas comme ça les Oui, pensées en une année, c'est pas possible. oui, parce que les gens qui vont nous écouter vont vouloir Euh, s'inscrire, chez Kiabi alors, du coup. c'est ça. Demain, il va y avoir Calmez-vous, 20% de CV supplémentaires. ouais, c'est ça, non, mais ouais. Ouais, Et tu raison de préciser. voilà. Ça a été, j'ai connu la grande distribution qui a mis comme Auchan, comme Carrefour, les premières années, où Mmh. j'étais en costume cravate. Et après, en tant que directeur, j'allais travailler en t-shirt à la fin. C'était comme ça. C'était Mmh. vraiment pour te dire à quel point Ah, tu c'est bien. libérais le truc. Et donc pour revenir sur ce que tu disais, qu'est-ce qui m'a fait, enfin le déclic, c'est ça? Tu me disais pourquoi j'ai quitté, Pourquoi c'est ça? van? J'ai oublié Pour la ouais, question. non, Ouais. bah, pourquoi Pourquoi la vanne? passer Ouais. de Ouais. maison où vous Ouais. aviez une maison, un confort à la van life, en fait? Mmh. Ouais. En fait, pour la petite anecdote, quand j'avais 20 ans, que j'étais plus jeune, du coup, j'avais une deuxième passion en mille fitness qui était la chasse sous-marine et l'apnée. Donc j'adore la mer, j'adore ce côté apnée, reposant et apaisant. Et donc j'ai pratiqué ça pendant des années. C'était ma première passion, même avant le sport. Tu vois, j'avais été, je pense, un peu attiré par le sport pendant plus de 20 ans à la gym et je m'étais mis à un autre sport. Et en fait, j'avais acheté un vieux fourgon, le vieux combi Volkswagen, tu vois, le typique Volkswagen à l'époque. Il s'appelait c'était un T3 Joker, le modèle de chez Westphalia. Il s'appelle Popo parce que souvent on l'appelle Popo, hein, littéralement dans les pays anglo-saxons et américains. Et pendant des années, je m'en suis servi et dès que je pouvais partir en week-end à la mer, en montagne, au ski, faire de la chasse sous-marine, toutes mes vacances étudiantes, etc. et tout, je partais avec le fourgon plusieurs jours, plusieurs semaines. Je voyageais solo en fait dans ce van tour en France évidemment et un peu en Espagne. Et j'ai kiffé en fait ces moments-là avec un confort plus spartiate que j'avais aujourd'hui parce que c'est tout Ouais, petit, un van, enfin, un, un Volkswagen comme ça, c'est bien quand t'as 20 piges parce que tu t'en fous de dormir sur une banquette dure comme du béton. À 40 ans, t'aimes bien un peu de confort. ouais. Et donc voilà. Et donc, du coup, ça vient d'ici. L'origine vient de là. Et ce qui s'est passé, le déclic qu'on a eu il y a maintenant ouais, peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me souviendrai toujours, c'était au même moment où j'ai transitionné entre Kiabi et le coaching 100% en ligne. C'est que je me suis retrouvé un soir, on est tombé sur une émission qui s'appelle, euh, je crois que c'est Van Life, les nouveaux nomades ou un truc comme ça. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir.
Je crois qu'on doit trouver sur YouTube, etc. Van Life, les nouveaux nomades, ou le nouveau nomade de Van Life, il est magnifique. Et il est vraiment D'accord. super bien tourné du début jusqu'à la fin. Il est vraiment magnifique. Un très bon film. Et je vais regarder ça. Marine, qui ne connaissait pas du tout ce style de vie, je lui dis, regarde, tu vas voir ce film avec moi. Elle a eu les mêmes frissons que moi. On s'est regardé et je te promets, moi qui suis pas un casse-cou, moi je suis pas le mec à décider comme ça. Je l'ai regardé, je fais, on y va? Et elle m'a dit, on y va. C'est ouf. Une semaine après, on était chez les concessionnaires de camping-caristes en train de faire le tour pour trouver le fourgon idéal qu'on avait envie de prendre. Et Bien. donc, le déclic, pour moi, je pense que c'est ce film qui m'a ravivé la flamme. Juste une envie de tout changer parce que, honnêtement, le après-Covid a été violent. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me dire j'ai bossé 15 ans avec du monde autour de moi. Tu connais la grande distribution, tout ce monde que tu as, cette massification au quotidien, le bruit non-stop, tu es enfermé entre quatre murs du matin au soir. Ouais. Et je n'aimais plus ce que je faisais. Clairement, je n'aimais plus. La passion, la seule chose qui me faisait tenir chez Kiabi, c'était l'humain. Mais D'accord. c'est pas mon métier. Mon métier, c'est pas être humain chez Kiabi. J'étais directeur de magasin, des comptes à rendre, des chiffres, des budgets, des machins, etc. Et ça me plaisait plus en fait. Tout ça, Mmh. c'était vraiment pour moi, j'étais éteint, éteint, littéralement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu es quelqu'un de toute façon, on va y venir aussi, mais tu es quelqu'un de passionné, je pense. Enfin, que ce soit pour le bodybuilding, on va y venir après, pour, ce que tu fais dans ton taf, enfin, ça se ressent. Parce qu'aujourd'hui, donc tu es coach sportif, mais tu es aussi, formateur dans un sens, pour la formation, des coachs en ligne. Donc si jamais vous êtes coach en ligne et que vous intégrez, j'en ai déjà parlé, mais la formation de Loane notamment, vous aurez affaire à Jérôme, donc voilà. Et c'est cool parce qu'en fait, le côté humain, moi je le vois bien parce que on fait souvent des lives ensemble, et des choses comme ça et c'est arrivé plusieurs fois. Enfin, on sent que tu es bienveillant avec tout le monde, tu es vraiment dans en fait, ce qui te drive, j'ai l'impression, enfin, mais c'est sûr, ce qui te drive, c'est aider les autres, quoi, en fait. Mm. Que ce soit en coaching, avec tes élèves de perte de poids ou voilà, ou avec, les coachs en ligne que tu formes ou, j'en sais rien, ou dans la vie, enfin voilà, on sent que c'est ton truc, quoi et hem et ça, c'est ouf. Hem, du coup, pour se situer, tu n'as plus de maison. Tu es, sans domicile fixe également, c'est ça? Exactement. Et c'est exactement ça. On a quitté notre appartement, on était à Mougins, donc du côté de Nice, c'était, le 10 mars. On a rendu les clés. Je me souviens, on a fini de vendre tout ce qui était à droite, à gauche, sur le bon coin, les cash converters, enfin, tous ces trucs-là où tu peux vendre. On s'en foutait, en fait. On s'est débarrassé de ce qu'on jugeait non essentiel pour se créer une vie, avec ce principe less is more, tout simplement. En fait, en réalité, c'est vraiment ça. Et donc, ça fait plus d'un an et demi, ouais, presque un an et demi, je pense qu'on vit sur les routes. Euh, alors, souvent les gens imaginent cette vie-là comme si on était en vacances H24. C'est pas le cas non plus, parce que comme tu le dis, je travaille. Mon premier métier, c'est coach sportif, effectivement. Et mon deuxième métier, qui s'est créé par pur hasard, finalement, un deuxième télétravail, quand les gens parfois ont- se disent j'ai envie de trouver autre chose, j'ai envie de faire autre chose, mais je trouve pas ce qu'il faut. Moi, la vie m'a amené un deuxième télétravail qui, en plus, c'est quelque chose que je kiffe, la pédagogie, la formation et l'accompagnement. Et en plus, dans un métier qui est celui que je fais moi-même. Donc, je forme des coachs à devenir coach en ligne. Donc, c'est rigolo, quoi. Tu vois, je trouve que la vie est bien faite. Tu vois, à un moment donné, Ouais. il y a pas de hasard. Les choses sont faites pour être faites comme ça. Et donc, je me retrouve à avoir deux télétravails finalement. Ma femme, qui à la base était coach sportif, maintenant aussi travaille également pour cette même société Level Up avec Loane. Donc, c'est rigolo, tout se goupille vraiment parfaitement bien. On a une bonne étoile, ou alors on s'est créé une bonne étoile, peut-être. C'est peut-être un peu plus comme ça, Mmh, il faut le je voir pense, ouais. parfois aussi. Il n'y a pas de hasard, hein. Non. On pousse les choses à se réaliser. Et, et donc, du coup, oui, donc plus d'appartement, plus rien, plus d'attache, plus d'adresse réelle, obligé de se faire livrer tout ce qui est courrier, ça arrive chez les parents, la famille, etc. Donc, et ça aussi, c'est un truc qui est bizarre parce que le jour où en France, tu n'as plus d'adresse réelle, la fiscalisation, ça, c'est ultra compliqué. C'est infernal parce qu'en Ouais, fait, tu comme un gitan, quoi. tu n'as pas le droit. Ouais, Et tu n'as pas le droit. En réalité, c'est ouais. interdit. C'est-à-dire que je suis obligé, quand je fais mes déclarations d'impôt, là, en ce moment, c'est la douloureuse, on fait les déclarations d'impôt, je suis obligé d'avoir une adresse fiscale. La première année, on est passé par ce qu'on appelle des CCAS. Ce sont des centres qui sont normalement pour aider les gens qui sont en difficulté, qui ont vraiment des difficultés dans la vie, qui n'ont pas d'adresse possible. Tu sais, c'est comme des centres d'hébergement. Ils peuvent te donner un peu à manger, des vêtements, des douches, des choses comme ça. Parce que c'était le seul moyen d'avoir une adresse fiscale. On a été refusé. Ils nous ont interdit. Donc, on n'a pas eu le droit. Alors que pourtant, on justifiait qu'on n'a pas de domicile réel, mais comme on vit dans un van, même s'ils n'ont pas vu le van, évidemment, on est dans un van de luxe en réalité, hein, on ne vit pas dans une roulotte.
Et aujourd'hui, on est obligé de se faire fiscaliser ou domicilier chez sa grand-mère, par exemple, tu vois. Sinon, légalement, on n'a pas d'adresse. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est pareil, hein, de toute façon, j'ai pas d'adresse non plus, je suis comme toi, c'est pour ça que je dis ça. Quand je dis SDF, tu sais, soit des fois moi, je dis ça en rigolant parce que moi, c'est comme ça que je me définis, ça me fait rire et c'est pareil, moi, j'ai l'adresse de mes parents depuis que je suis parti, mais voilà, c'est pas dérangeant et Non. est-ce que vous avez encore, un box avec des affaires ou alors vraiment vous avez tout vendu et le reste, c'est dans le van? Alors moi, j'ai quelques affaires chez mes parents. Je crois que je dois avoir 2 cartons. C'est un carton avec tous mes diplômes, tu sais, tout ce qui est papier diplôme, les anciennes fiches de paie, tous ces trucs-là un peu administratifs. Ouais. J'ai tous mes souvenirs aussi, tu sais, les photos, les albums photos, des choses qui sont très personnelles pour le coup en réalité, qui ont pas de valeur à proprement parler, autre que des valeurs sentimentales. Marine, elle a mis en location son appartement parce qu'elle est propriétaire, donc elle a son appartement qui est en location, qu'elle a laissé en meublé, qui fait qu'on n'a pas eu besoin de louer de box pour pouvoir poser du matos. Mais elle a quand même un petit garage où elle a quelques conneries, pareil aussi comme moi, des dossiers, des machins et tout. Sinon, d'un point de vue bien matériel, j'ai plus rien. On n'a plus de voiture, plus de scooter, plus rien. C'est-à-dire que on est vraiment tout ce qu'on a, notre villa est derrière. Et ce qui est fou, c'est que du coup, en termes de dépenses, je pense que du coup, bah, vous devez voir une sacrée différence, non? Par rapport à quelqu'un qui a une maison, le gaz, les assurances, machin? Bah, déjà, rien que le loyer. Là où on habite Oui, à Nice, je payais 900 balles de loyer par mois pour 40 mètres carrés. Alors certes, c'était du côté Nice, hein, forcément c'est cher. Tu payes le soleil. Rien que ça, rien que 1000 euros par mois en moins sur tes charges diverses, etc. C'est 1000 euros que tu as dans ta poche pour faire ce que tu veux en vrai. Et c'est rigolo parce que souvent, quand les gens parlent d'argent par rapport à la van life, leur premier rapport qui vient, c'est le carburant. C'est de dire, ouais, mais comment vous avez pu prendre ce risque-là avec le prix de l'essence? Mais en fait, le prix de l'essence rapporté bah, au oui, coût de la vie de ce que tu as habituellement, c'est une c'est rien, cacahuète. c'est ouf, ouais, Donc, de ouf. c'est exactement. Donc, aujourd'hui, les seules charges qui me coûtent cher, entre guillemets, c'est qu'on a assuré le fourgon. Ça va nous coûter, et encore, comme c'est du camping-car, c'est pas comme une voiture où ils considèrent que tu t'en sers tous les jours, tu sais. Donc, la prime de risque est moins forte. Et je crois que ça va nous coûter 75 balles par mois en full touriste, mais vraiment full, 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 parce que c'est notre maison, donc on voulait pas Bah, oui, oui. négliger ça. Et en gaz, c'est une recharge de bouteille, on la paye 15 balles, et je vais faire 3 semaines avec, et on a 2 bouteilles. Donc franchement, non, le soleil, Ouais, c'est ça, l'électricité, là je suis électricité, en train de faire le live. ouais. Je suis en panneau solaire. Là, actuellement, je regarde, j'ai mon tableau qui s'affiche. Je sais que l'ordinateur est entièrement rechargé par le soleil du panneau qui est au-dessus. Donc je consomme même pas ma propre batterie. Putain, vous êtes chaud sur le bilan carbone et tout, trop bien. C'est exactement ça. Trop bien. Mais ouais, putain et moi, j'avoue que la van life, moi, j'ai fait vite fait van life, mais genre quelques semaines, tu vois, quand j'étais en Australie et tout ça. C'est vrai que je trouve ça bien, mais c'est vrai que je pense que c'est pas fait pour tout le monde, clairement, au bout d'un moment comment je pourrais dire ça? Et en plus, le fait de travailler dans le van, tu vois? Parce qu'entre voyager dans un van et travailler dans un van, ça a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, quand, moi, je connais un peu votre style de vie, mais on pourrait croire que finalement vous roulez toute la journée, que vous travaillez 1 ou 2 heures par-ci par-là et c'est quoi la réalité, en fait, de votre, quotidien? Bah, la réalité, c'est que déjà, on s'est créé, je pense, aujourd'hui, au travers de nos métiers, le fait qu'on n'ait pas à retravailler 70 heures par semaine, comme je pouvais faire avant quand j'étais directeur de magasin. Je pense même pas qu'on fait 30 heures semaine en réalité. Ça va dépendre des semaines en réalité, selon le business qu'on a à faire, selon ce qu'on va faire. J'ai même 2 métiers finalement, donc si j'arrive à cumuler 2 métiers, c'est que le temps il est là, sinon ce serait pas possible. Ouais. Donc effectivement, on n'est pas en train de rouler H24. Je pense que certains font la van life comme ça, c'est-à-dire qu'ils vivent tout le temps en se déplaçant et tous les jours ils changent de ville, etc. C'est ce qu'on a voulu faire la première année. Ça nous a pas conduit du tout. En réalité, on s'est aperçu que c'est hyper. Enfin, nous, on a trouvé ça hyper fatigant. Toutes les semaines, tous les 15 jours, tu changes de ville. Le cerveau, l'humain est fait pour s'adapter. On a une facilité à s'adapter, c'est un fait, mais quand même, c'est épuisant. Tous les 15 jours, tu changes. Moi, il me faut une salle de sport parce que je suis passionné de sport, il me faut du Ouais. sport. Tu dois quand même trouver un point de ravitaillement pour ton eau, recharger ton eau, etc. Tu dois quand même pouvoir trouver un endroit qui est sécurisant pour dormir. Alors, moi, je suis pas forcément peureux, c'est normal, mais madame, c'est normal, je peux comprendre. Il faut qu'on dorme pas en plein milieu de je sais pas où, tu vois. Mmh. Donc, tout ça, ça demande de l'adaptation et c'est pas évident. Donc, clairement, si je devais retenir un truc, moi, en 1 an et demi qu'on est en van life, c'est que, je veux dire, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on voit qui est beau
et ce qu'on ne montre pas en réalité. Et quand on voit que des personnes qui vivent avec des paysages magnifiques, des cascades H24, des machins, etc. et tout, la mer bleue, etc., on a accès à ces paysages, c'est un fait. Mais c'est pas tous les jours. Et c'est pas tous les jours parce que je travaille finalement, que Marine travaille, tout à fait. Et c'est un autre truc que Jean-Baptiste a dit, c'est vraiment important, c'est que on l'a appris tardivement, c'est que le fait d'avoir là où je suis, c'est mon bureau. Quand je fais mon coaching avec mes élèves ou quand je fais les coachings avec les coachs sportifs, c'est mon bureau ici. Donc c'est vrai que mécaniquement, ça ramène du pro dans le perso en permanence. Toi, tu n'as pas une vraie coupure. Ouais. Ça, c'est, effectivement, je te rejoins. En fait, on n'a pas la même vie, mais on a un peu la même vie dans le sens où moi aussi je vis de Airbnb en Airbnb, donc c'est un peu le même délire dans le sens où quand je change tout le temps, ça me fatigue clairement. Pareil, le fait de trouver une nouvelle salle de sport, c'est chiant, tu dois reprendre tes habitudes, c'est toujours différent, enfin aller faire les courses dans un autre magasin. Enfin, je comprends un peu la problématique et je comprends aussi clairement ta problématique de bosser, de vivre au même endroit. Parce que moi, Mmh. quand j'étais en Australie, pareil, j'étais dans, vu que c'était très cher, je vivais dans ma chambre, en fait. Je travaillais dans ma chambre, je mangeais dans ma chambre et je dormais dans ma chambre. Et en fait, je me suis rendu compte que psychologiquement, c'était assez dur et le fait de changer de cadre, de travail, moi, je sais que ça m'aide beaucoup et maintenant, c'est pour ça que je prends des Airbnb, si possible, selon le budget, avec un salon, et une chambre, Mmh. séparée, tu vois? Parce que je Mmh. pense quand même que ça joue beaucoup. Toi, est-ce que Jérôme, parce que moi je sais que des fois j'ai l'occasion de le faire, je le fais pas assez, mais en fait c'est plutôt cool. Est-ce que tu as l'occasion des fois d'aller bosser à l'extérieur, dans des cafés, Mmh. avec une vue sympa, dehors et cetera? Ouais. Mmh. Oui, on le fait même énormément parce que, on perd énormément de productivité dans le fourgon. Mais vraiment. C'est-à-dire que je me rends compte que tu es vite, perturbé à droite, à gauche et cetera et tout. Il y a un papillon qui passe, tu le regardes. Donc, Marine, c'est elle qui avait commencé ouais, ah même c'est vrai, surtout que moi, je suis un Oui, ça procrastinateur, me donc fait le rire. papillon, je pars avec et Marine, si tu veux, c'est elle qui a rapidement vu ça, en fait. C'est parce qu'un jour, je faisais un live dans le fourgon et elle a dû travailler à l'extérieur dans un workspot, je sais pas comment on dit, enfin, c'est un work, enfin, des trucs comme ça, là et où tu as le wifi, tu as ça, etc. Et en fait, elle a apprécié le truc. Et finalement, ouais, je dirais que 2, 3 fois par semaine, facile, on fait ça. On va travailler dans des spots comme ça. Là, c'est vrai que la Gondor, c'est plutôt canon. J'ai des tables de pique-nique, il n'y a jamais personne. La dernière fois, je me suis posé ici, j'avais mon PC posé sur la table, j'ai la mer derrière moi. Là, j'ai la mer à 10 centimètres juste à côté ici, quoi, en vrai. Donc, c'est essentiel quand je suis sur des projets importants ou des choses importantes, je suis obligé de couper et d'aller travailler ailleurs. Ouais, pour les tâches du quotidien et cetera, peut-être c'est plus facile, mais c'est vrai que quand tu as besoin d'aller un peu plus Mm. loin, je te rejoins par rapport à ça. Marine, elle bosse aussi des fois dans les, c'est pas à McDo, un truc comme ça, des fois qu'elle se pose aussi pour être au calme ou enfin au Ouais. calme, ça, hein, Ouais, ouais. elle se Mais débrouille. en fait, en réalité, ici, ce qui est bizarre, c'est que, je sais pas si toi tu l'as vu au Portugal, mais là où on allait nous Mados, parce que là il est en travaux du coup, donc on a changé. Et c'est déjà on se connecte au Wi-Fi, c'est facile, on Ouais, a une bonne connexion, etc. C'est super simple. Mais c'est surtout que ça va vite. Tu peux prendre ton café, tu te poses sur une table, tu as des prises électriques, parce qu'en van life, ouais, mine de rien, quand tu bosses 2, 3, 4 heures sur un PC, le soleil c'est bien, mais quand il n'y a plus de soleil, ça suffit pas. Donc tu es quand même obligé d'avoir ça. Et puis comme on travaille tous les deux et qu'on est tous les deux en télétravail, ben on est obligé je peux pas être là en train de travailler. Et si elle est là à côté, là, il y a un autre fauteuil juste en face à ma droite. ouais. Si là je suis en train de parler, elle peut pas se concentrer. C'est une réalité. Bah, c'est ça. Mmh. C'est pas possible. Donc on est obligé de faire ça. Donc si on le fait et c'est elle qui le fait plus que moi. Et effectivement, McDo, KFC, tous les enseignes comme ça, ils ont le Wi-Fi gratuit. On le prend à chaque fois, on se met là-dessus. Et parfois même, moi, je vais garer mon fourgon à 50 mètres quand j'ai un live comme ça, par exemple, important, et que j'ai peur que la connexion plante. Je vais aller me rapprocher d'un endroit un peu plus ville, si je peux dire, et je vais me connecter au réseau qui est disponible pour pouvoir faire ça dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Ouais, donc c'est quand même pas mal d'adaptation. C'est vrai que tu as des côtés positifs, c'est-à-dire que voilà, tu as la mer à côté de toi, tu travailles Mm, où tu veux mm. effectivement. Tu es libre de partir d'un endroit, enfin voilà, si tu un spot que tu aimes pas, tu peux partir ailleurs, c'est vrai que c'est cool. Et d'ailleurs par rapport à vos, je sais pas si tu as envie de le dire, par rapport à vos projets de prochains voyages peut-être, est-ce que tu as des idées ou vous voulez rester dans le coin ou c'est quoi? Ouais. Mais à la base, on devait partir. On n'était pas prévu de rester si longtemps au Portugal. Ça fait déjà 3 mois. En fait, rigolo, c'est que on a beau être nomade, finalement, il y a toujours un peu de sédentarité qui te rattrape quelque part. Tu sais, c'est comme Mmh. quand toi, tu prends un BNB, finalement, c'est retrouver une attache un peu de comment on est élevé finalement, hein, on peut pas tout chambouler, etc. Je me considère pas comme quelqu'un de roots qui est capable demain de prendre une tente et d'aller dormir dans la forêt comme ça, etc. Je n'y arriverai pas, ça, je ne saurais pas faire. Donc là, pour l'instant, ben, comme on parlera tout à l'heure un peu de ça par rapport au body, etc., c'est vrai que je suis obligé d'avoir une salle de sport au moins 4 fois par semaine pour m'entraîner. Et je pense qu'on a trouvé, en tout cas moi avec mon expérience, j'ai trouvé la salle de sport oufissime. J'ai jamais vu une salle comme ça, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans le matos qui est mis à disposition avec que des belles machines. La phrase que je veux dire, elle va te parler parce que Loan le dit souvent, mais
et elle me parle beaucoup, c'est qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, peu importe ce que tu fais, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et clairement, dans cette salle, il y a que des monstres. Que ce soit des mecs ou des femmes, c'est que du haut niveau, des gens qui sont là pour s'entraîner, même les gens qui ont un physique, on va dire lambda, hein, sans péjoratif, hein, c'est pas méchant, qui sont là, ils t'admirent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté français où ah, le mec il est gros, machin, je sais pas quoi et tout. T'as pas ce jugement, il y a un regard ultra bienveillant. On voit le côté sportif, on voit le côté, ils savent ce que ça représente derrière comme sacrifice, etc. Bah, du coup, comme ce salon l'a trouvé, on y est bien et on va y passer, je pense, tout l'été. Et comme mes compétitions vont démarrer à partir de septembre et s'enchaîner sur la fin de l'année, je pense qu'on sera de retour France peut-être fin juillet, début août pour reprendre un cadre un peu familial, etc. Parce que les premières compétitions auront lieu à Lille, ensuite à Alicante en Espagne, ensuite il y aura Italie, enfin, ça va pas mal bouger. Donc les voyages vont être en OK, ça lien roule. avec mes compétitions sur le dernier semestre. OK, ça Et roule. Thaïlande. L'Asie. Ah, L'Asie, quand c'est ça? sûr, mais ça sera plus début d'année, ouais, début d'année prochaine. Donc là, je pense qu'on laissera le fourgon probablement. On sera pas avec le fourgon, évidemment, hein, parce Ah, que c'est, ouais, on va ça pas c'est rouler un peu 15. J'ai regardé, tu peux le c'est faire, il y a jouable, 15 000 hein? km, je crois, un truc Ouais, comme c'est ça, jouable, il y en a, mais ils il le faut font. passer par. Mais il y a des frontières, Ouais, ouais, c'est j'oserais l'aventure, pas quoi. comme. Ouais. C'est clair. Euh, et donc, c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui le font, ouais, j'ai déjà vu des gens qui le faisaient. Et ça serait probablement, je pense, ouais, peut-être deux bons mois faciles, je pense. Février-mars, c'est une période que j'aime beaucoup, moi, là-bas en Thaïlande. Je trouve que c'est une bonne saison, il n'y a pas trop de touristes, la météo est plutôt bonne. C'est là où je partais chaque année en réalité. Et donc, du coup, je pense qu'on partira 2 mois sur le premier trimestre de l'année prochaine. OK, ça roule. Bon, on se verra là-bas. Moi aussi, clairement, je vais retourner en Asie, soit à la fin de l'année, soit en début d'année prochaine. Mais Avec clairement. plaisir. Et du coup, ça nous fait un bon transfert. Tu nous as parlé un petit peu de bodybuilding, tu nous as parlé un petit peu de compétition. Bon, pour les gens du podcast, la plupart sont très novices, sur ça. Moi-même, je suis très novice, je suis de très loin, je vois un peu de quoi ça parle. Mais, est-ce que tu peux nous dire, ou peut-être quand tu as commencé en fait, non, plutôt ton parcours muscu, c'est ça qui m'intéresse aussi et qui peut-être va intéresser les Mhm. autres. À partir de quel moment on se dit: «Je vais faire de la compète»? Enfin, quand est-ce que alors toi, tu avais un passé de sportif, de gymnaste et cetera, donc tu avais déjà, à mon avis, des prédispositions par rapport à ça. Comment tu en es arrivé à faire de la muscu et ensuite à performer en compétition? Alors en fait, effectivement, j'ai toujours baigné dans le sport et dans la compétition, parce que finalement, l'équipe de France, j'avais des compétitions quasiment tous les mois, etc. et tout, donc c'était en individuel et en collectif. Donc j'ai toujours baigné dans le challenge. En réalité, chaque challenge m'animait. Et j'ai commencé la muscu quand j'ai arrêté la gym, parce qu'en réalité, je pouvais pas suivre la gym, c'était un rythme qui était trop. Avec les études, j'avais 6 ou 8 heures d'entraînement par semaine, des compétitions tous les mois, ça devenait trop compliqué. Donc j'ai commencé la muscu quand j'ai arrêté la gym, tout simplement. Mes parents, on avait une vieille machine Décathlon, un vieux banc et des haltères. Et je me suis entraîné là-dessus avec mon meilleur pote à l'époque, qui s'appelle Jérôme aussi d'ailleurs. Et on s'est entraîné comme ça à la maison. Et en fait, après, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que j'ai commencé dans un vieux garage chez moi. Et petit à petit, je me suis inscrit en salle de sport. Je faisais un peu n'importe quoi, je pense, comme tous les novices, parce que C'était à l'époque, bah, j'avais 20 ans. je te coupe 2 secondes, juste, c'était quoi ta motivation à faire de la muscu? Parce qu'on a tous plus ou moins eu Hmm, une envie, tu vois? Et toi, c'était quoi? Tu voulais changer physiquement, te ouais. sentir mieux, c'était quoi? Alors moi, c'est un bien-être personnel, puisqu'en réalité, je peux le dire, parce que j'en parle souvent, mais quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai énormément souffert de psoriasis, d'eczéma et de psoriasis versicolore. Là, j'en ai presque plus, mais en gros, des taches blanches partout sur le corps, etc. et tout, et de l'acné. Et aujourd'hui, à 40 piges, ça m'arrive encore d'avoir de l'acné comme si j'avais 20 ans. Donc, c'était un vrai complexe pour moi. Je me souviens passer les étés où je voyais que ça, que les gens me regardaient, etc. J'avais l'impression d'être défiguré. Le mot que j'employais, c'était mon physique est défiguré, ma peau est D'accord. défigurée. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde un physique de quelqu'un, un homme ou une femme, les gens, je pense, vont d'abord voir la shape. Moi, je vois la peau. C'est con à dire, mais je vais d'abord remarquer la peau de la personne. C'est Mmh. fou, hein. C'est les complexes, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais tu vois, moi, souvent, je dis, tiens, ce mec, il a une belle peau de fou. Alors que le mec, il est tanké, tu vois, les gens ne voient que ses muscles. Moi, je vois sa peau. Et donc, j'ai commencé à cause de ça. En réalité, je me suis demandé, la phrase que je répétais souvent, c'était quitte à être défiguré, autant que je sois caisse. Mmh. C'était vraiment la phrase que je me disais et l'image que j'avais de moi. Rapidement, avec la gym, en réalité, j'avais déjà bâti un physique athlétique, vraiment. Pas hypertrophié, parce que la gym ne va pas t'hypertrophier, c'est du poids de corps. Donc, le poids de corps te permet d'être athlétique. Oui, tu peux prendre des beaux bras, etc., parce que c'est un muscle comment dire, qui prend vite. Mais globalement, j'étais très athlétique, 1m83, 80 kilos, longiligne, tu vois, ni trop sec, ni trop massif, mais un corps athlétique de gymnaste. Et j'ai commencé à faire la muscu. Forcément, ça a pris très rapidement, hein, parce que mon corps étant habitué à forcément beaucoup de sport. J'ai rapidement pris 5 bons kilos les premières années, je pense, en musculation.
Je travaillais un peu à l'ancienne parce qu'en réalité, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Moi, à 20 ans, quand j'ai commencé la muscu, à part acheter un livre, au bureau de tabac, ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est la réalité. Le Ouais, fameux Muscle and Fitness où tu voyais que des Ronnie Coleman et des mecs énormes comme ça. Et donc, avec tous ces mythes, hein, manger toutes les 3 heures, 30 grammes de protéines, le shaker après l'entraînement, enfin, tout ça, j'ai fait toutes les choses qu'on ne fait plus et qu'on ne recommande plus maintenant en tant que coach. Je les ai faites. Ça m'a pas empêché d'avoir des résultats, mais évidemment, si je pars du principe que si à l'époque j'avais su optimiser les choses telles que je sais les optimiser aujourd'hui, je pense que j'aurais encore un physique différent. ouais. Et donc j'ai jamais arrêté. J'ai continué quand j'étais chez Carrefour, quand j'étais chez Kylie, etc. Et tout, j'avais ma routine le soir après le taf d'aller m'entraîner 1 heure et quart, environ 4 à 5 fois par semaine. La nutrition, oui, je faisais des petites sèches l'été, je faisais une prise de masse l'hiver, mais rien de ouf. J'avais rarement dépassé les 90 kilos entre une prise de masse et 83 kilos l'été tout en restant athlétique. Et un jour, c'est rigolo, c'était encore une fois le confinement, tu vois, comme quoi le Covid a beaucoup changé ma vie en vrai. Je tombe sur une story d'un gars qui s'appelle Arnaud Plaisant, qui est un ancien bodybuilder, qui est toujours bodybuilder d'ailleurs, mais beaucoup plus âgé que moi. Il fait une story, il était à Fitness Park Le Canet à l'époque, et il expliquait qu'il y avait l'opportunité de participer à une compétition qui était les championnats d'Europe. Donc, grosse compétition déjà au niveau européen, sans passer par des sélections France. Grâce au Covid, il n'y avait plus de sélection France, tu pouvais directement atteindre Europe. Et donc, avec des plateaux différents, une organisation différente, un standing différent, etc. Et il disait qu'en gros, peu importe que tu aimes ou que tu n'aimes pas la compétition, si tu as envie de tester un jour ou voir, bah, si tu commences par un truc hyper qualitatif, ça peut te donner des envies de passer un bon moment. Pourquoi pas? Je le contacte, je le croise à l'époque parce que c'était le confinement, mais j'avais le droit même de. Je pouvais moi m'entraîner en salle de sport, donc je continuais à m'entraîner pendant le confinement. Et je le croise à la salle de sport et je lui dis voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On avait 8 semaines, donc 2 mois, quoi. Il m'a dit pas de souci, on y va, on attaque la CHD demain. Donc je me suis retrouvé à manger 800 calories pendant 2 mois, à ne pas faire parce que c'était tout sauf ce qu'il fallait faire. Mais moi, comme je connaissais pas le monde du bodybuilding, j'étais persuadé qu'il fallait se mettre des diètes ultra restrictives comme ça, sinon c'était pas possible. Alors je suis arrivé sec comme un coucou, euh, la plus belle sèche de ma vie, je pense. J'étais à 72 kilos sur scène, donc j'étais vraiment très très fin. Quand tu me vois comme ça, on pourrait paraître que je suis massif, mais en fait pas du tout. J'étais sec à 72 kilos. Et en fait, finalement, la compétition, j'ai aimé le challenge. J'ai aimé le défi, sortir de ma zone de confort. C'est très, très dur. Franchement, c'est très, très dur. Je pense que tout le monde peut faire de la musculation, mais c'est pas tout le monde qui peut faire des compétitions de fitness. Parce que, et sans en toute modestie, hein, attention, hein, le but, c'est Mmh. pas de dire que je suis une machine, etc. Il y a une force mentale, des sacrifices, parce qu'en réalité, tu sacrifies plein de choses, hein, faut pas se leurrer. C'est dur, c'est très, très dur. Mais j'adore. Je prends beaucoup, je tire beaucoup d'énergie et beaucoup de satisfaction personnelle à chaque étape qui m'amène à une compétition. Là, ça fait pendant 2 semaines que j'ai attaqué ma sèche. J'ai déjà bien séché. C'est que pour 7 ans, donc c'est 4 mois de sèche, donc c'est long. C'est tout des processus, Et tu mais, fais ça euh, l'été mais en j'adore. plus. La Et je plupart fais des ça gens l'été. sont en prise de gras l'été, hein, et toi, c'est l'inverse. Pas de barbecue cet été pour moi, c'est clair. Ouais, putain. Mais voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis dans un coaching qui prône la non-frustration alimentaire, qui est plutôt dans la flexibilité alimentaire, qui est dans cette notion du 80-20, de se faire plaisir, etc. Puis on travaille un peu dans la même vision, toi et moi, par rapport à ça. Mmh. Et alors que je m'impose à moi un style de vie et une nutrition, entraînement qui est à l'opposé, complètement. Mais parce que clairement, je pense que ce qui m'a. J'ai bercé depuis mon plus jeune âge dans ce côté challenge et compétition que j'ai retrouvé euh, grâce au bodybuilding, en fait, au fitness comme ça. Et c'est surtout que il y a 3 ans en arrière, tu m'aurais demandé ce que je pensais des mecs qui montaient sur scène, tannés, huilés, etc. Je t'aurais dit c'est des gros débilos, c'est des mecs qui n'ont pas de tête, c'est complètement débile, etc. Alors qu'en fait, on en revient toujours à la chose qui m'anime, humainement parlant. J'ai fait des rencontres, humainement parlant, j'ai des connaissances maintenant que je côtoie encore au quotidien, avec lesquelles je partage des choses que je partagerai pas avec quelqu'un, parce que quand tu te retrouves face au mur, face à toi-même, dans la difficulté de ce que représente une diète aussi hardcore. Les entraînements, c'est pas le plus dur, parce que l'entraînement, tu as toujours la motivation, tu es fatigué, mais tu y vas. La diète, c'est clairement le plus dur. Euh, et tu rencontres des gens qui, humainement parlant, vont te tirer vers le haut. Tout à l'heure, je disais que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Ben, grâce à ça, j'ai aussi du monde autour de moi qui m'entoure à me dépasser, à me surpasser. Et j'adore ça. Mmh. Parce que c'est vrai que dans moi, c'est un truc que c'est vrai que je me pose la question. On fait du renforcement, de la musculation pour se sentir bien, pour avoir un corps qui nous plaise davantage, donc certes, ça, c'est cool. Par contre, moi, ce qui me manque vraiment, c'est le côté social de la muscu. C'est un sport individuel, où en fait, Mm. oui, tu peux parler à des fois à des gens vite fait,
Mais enfin non plus, c'est pas non plus la grosse ambiance. À part dans les petites salles, peut-être où les gens se checkent et tout ça. Ça arrive des fois au Portugal, je trouve ça rigolo d'ailleurs. Ils pensent que tu es avec eux. Mais dans les salles fitness park et tout en France, tu dis bonjour à quelqu'un, il va te regarder et il va faire: «Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu Ouais. veux? Parle-moi pas». Donc tu vois? Et c'est ça qui manque un peu. C'est vrai que quand moi je faisais du crossfit avant, on peut dire ce qu'on veut sur le crossfit, mais au moins l'esprit communautaire, c'est vrai que je trouve que c'est sympa à terme. Et toi, du coup, Mmh. le fait d'être dans le body, notamment dans la salle où tu vas, j'ai vu quelques stories, mais au moins, voilà, tu t'entraînes avec des gars, vous avez le même Mmh. objectif. Tu as le côté social qui, je pense, est important pour toi et que tu Mmh. retrouves. Donc ça, c'est cool. Hem, OK. Mais je pense qu'on va arrêter le podcast là parce que tu as dit que tu avais fait du CrossFit, j'étais pas au courant. Donc du coup, je suis un peu choqué. Ah, mais tu sais, c'est quand j'ai commencé, je savais pas, moi, je savais pas quoi faire. Mais tu sais que le CrossFit, sans rire, pour moi, c'est hyper formateur. Parce qu'en Oui, puis tu réalité, taquines. mais ouais, ouais, mais en vrai, non, mais maintenant l'autre fois, je me pose la question: «Est-ce que j'ai envie de refaire du crossfit?» Et c'est vrai que je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie d'être, blessé à dans 2 ans, donc je vais peut-être, pas m'y remettre». Mmh. Mais tu vois? Parce Mmh. que maintenant avec les connaissances, je me dis: «Ouais, j'ai plus envie de faire des tractions tu vois, de jongleuse là». Donc voilà, mais en réalité, hem, pour moi, c'était une très bonne décision d'avoir fait du crossfit au démarrage. Je le conseille à certaines personnes, parce qu'au moins tu as un coach, même si c'est pas un coach Mmh. individuel, au moins tu as un coach. Et moi, je sais que toutes les bases de, traction, dips, squat, soulevé de terre. Si j'avais pas eu ces cours de CrossFit là, bah, je me serais certainement blessé plus ou j'aurais fait de la merde tout seul, avant de devenir coach. Ouais, Donc carrément. Non, mais je te rejoins, puis je te taquine, c'est plus qu'il y a toujours OK, c'est je cette sais. bataille entre le crossfitter et le bodybuilder. Mmh, Mais en réalité, moi, je trouve que d'à partir où on se bouge, en réalité, peu importe l'activité qu'on fasse, tant qu'on se bouge, c'est le principal. Donc, c'est ça. Après, ouais. effectivement, il faut être en pleine conscience que chaque sport a ses dérives qui peuvent faire mal au niveau des articulations, au niveau. Moi, j'ai une hernie cervicale, par exemple, etc. Et tout. Je sais qu'elle me vient de la musculation, donc c'est une évidence. Donc, non, mais je te rejoins tout à fait sur ça. Et je pense que tant qu'on y trouve du plaisir et qu'on a envie de se bouger, bah, il faut pratiquer quelque chose, quoi. Ouais. Je pense que c'est important et après la deuxième truc qui est important et moi je le dis souvent quand même aux gens qui vont faire, tu sais, que du vélo à fond et tout ça, je trouve quand même que faire un sport, tu me diras ce que tu en penses, mais faire un sport enfin, quand tu as un objectif de transformation physique, c'est quand même bien de faire un sport qui va t'amener ce type de résultat. Je m'explique, il y a des gens qui Mmh. veulent avoir un corps athlétique, qui vont faire que du cardio, des hits. Non, tu n'auras pas un Mmh. corps athlétique réellement en faisant des hits, tu vois, au poids de corps, faut être logique. Sauf que des fois, Mmh. des gens, ils pensent qu'ils vont l'avoir, tu vois? Et c'est peut être décourageant de se dire: «Bah, putain, mais je me transforme pas comme je veux». En fait, c'est parce que ta pratique, elle est pas cohérente par rapport à ton objectif. Heu, Mais ça, c'est un sujet que tu soulèves qui est hyper important parce que, tu vois, j'ai eu un prospect au téléphone il y a pas longtemps, hein, donc il voulait se faire coacher et qui, comme sport, pratique le CrossFit depuis 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et souvent, moi, quand c'est comme j'accompagne les hommes aussi et je lui dis: «Mais, c'est quoi ton body goal en réalité? Est-ce que tu as» même si on ne peut pas atteindre, on ne peut pas viser un homme et se dire: «Je veux être comme ça». Ça n'existe pas. mmh, Chacun a ses insertions musculaires, chacun a son parcours, donc on ne peut pas ressembler à quelqu'un. On a le corps qu'on a. Et je lui dis: «Mais quel est ton body goal? À quoi ça ressemble?» Et là, il m'envoie un mec, sans mentir, quasiment gaulé comme moi, tu vois? Donc vraiment, au taquet. Et il me dit: «Oui, c'est ce physique-là». Je lui dis: «Mais tu es conscient qu'avec du crossfit, tu n'auras jamais ce physique-là?» Il me dit: «Ah non, non, il y a des mecs à ma salle, il y a même des champions de CrossFit Games, je sais pas quoi et tout, ils sont taillés comme ça». Ah là, je lui dis: «Bon», je dis: «La réalité de ce que tu peut-être tu veux pas voir ou que tu ne connais pas, c'est que la plupart du temps, ces gens-là, ils font du CrossFit, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont soit comme ancien parcours sportif? C'est ouais, d'anciens musculeux à fond à chaque fois, ou ouais. bien Mmh. ils font en parallèle de la musculation». Oui. C'était pas des mecs qui sont arrivés comme ça skinny, ils se sont mis au CrossFit et les mecs, ils font 100 kilos, quoi. C'est impossible. Et c'est vrai que la pratique, du coup, et je pense que ça fait partie de notre rôle aussi. C'est pas forcément le rôle qui est le plus sympa en tant que coach, de devoir être en capacité de montrer à l'humain qui est en face de nous, qui a un objectif, un complexe, une douleur qu'il veut résoudre, de lui dire: oui, mais toi, tu es là aujourd'hui, tu as envie d'aller là, c'est très bien, mais ce que tu mets en face comme action, comme moyen, ça matche pas. Ça matche pas, ça se croisera jamais. Il y aura un petit peu, tu vois, ça va se croiser comme ça, mais jamais pleinement. Et c'est notre partie aussi, notre métier de leur dire la réalité. Parfois, c'est pas cool parce que tu brises des rêves, mais c'est important. Ouais, c'est la partie éducation, c'est clair. Moi, enfin, comme toi, hein, quand on fait des appels découvertes ou appels bilan, comme on appelle ça comme on veut, avec des gens qui, moi, j'ai j'ai eu un gars hier, bon, sans trop divulguer le secret, mais qui faisait le régime Thonon, des trucs comme ça et concrètement, j'ai allumé le truc pendant 20 minutes, mais on en rigolait, tu vois? Et j'espère qu'aujourd'hui, il fait plus ça d'ailleurs, je vais voir, mais ouais, mais ça me fait rigoler parce que souvent, il me disait: «Ouais, c'est une collègue de travail qui m'a dit qu'elle faisait ça, elle a perdu un peu de poids», mais je dis: «Mais d'accord, mais comment tu peux suivre le même régime qu'une collègue de travail?» Je veux dire, vous n'avez Mmh. pas les mêmes objectifs, le même style de vie
et f en fait, dans ce genre de régime-là ou même dans certains sports, c'est tout pareil pour tout le monde, tu vois? C'est comme les gens qui font que des cours collectifs. Je comprends pourquoi ils le font souvent, parce que souvent ils ont du mal à se motiver tout seuls, sauf que c'est pas du tout personnalisé, souvent pas adapté et on se retrouve à faire des trucs, pareils que Janine qui a 20 ans de plus que nous, donc si tu veux, c'est pas logique, tu vois? Si on n'adapte pas un minimum, donc bon, bah, on va pas réexpliquer la phase de programmation et tout ça, mais voilà et Mais c'est une Jérôme, réalité. question qui me taraude, je sais pas pourquoi je dis ce terme-là, mais qui me oui, qui me taraude. En gros, comment donc toi, tu as combien d'années d'expérience depuis que tu as commencé la salle de sport, finalement? 20 ans, 20 ans. 20 ans. 20 ans de salle de sport, moi, ça doit faire, allez, en étant franc, je dirais 3 ans que je suis, régulier à la salle. Avant, je faisais des trucs vite fait, mais je faisais de la merde. Donc je connais rien par rapport à toi, je connais rien. Comment tu arrives à rester motivé, au bout de Mmh, 20 ans? Est-ce que c'est la compète qui justement qui te permet de rester motivé? Est-ce que c'est le fait de changer tes entraînements? Est-ce que, tu as des éléments par rapport à ça? mmh. C'est rigolo que tu parles de changer d'entraînement parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu leur changes pas leur entraînement, justement, ils perdent la motivation alors que c'est souvent un premier, moi, sur 20 ans d'expérience, j'ai appris une chose, c'est que plus tu changes d'entraînement, moins tu as de résultats. Donc, OK. parce que plus tu changes tes routines, moins ton corps s'adapte et moins ton corps, c'est la répétition qui fait les résultats, à faire quelque chose qui fonctionne. Évidemment, hein, parce que si tu répètes quelque chose qui marche pas, ça marchera pas non plus. Moi, la motivation, honnêtement, je suis né dans le sport. C'est-à-dire que j'ai commencé tellement jeune, en baby gym, que forcément, pour moi, c'est devenu naturel et obligatoire. Si je ne fais pas de sport, j'ai un manque. Un manque dans le sens où j'ai besoin d'aller me dépenser, j'ai besoin d'aller me surpasser, j'ai besoin d'aller transpirer 1 heure et quelques, etc., me faire du mal, parce que pendant l'effort, tu as mal, c'est qu'après que tu es content finalement d'avoir fait ton sport. Et je suis aussi j'ai des parents sportifs, c'est-à-dire que moi, mes parents, ils ont 65 ans aujourd'hui et je suis fier d'eux quand je les vois à 65 ans, le physique qu'ils ont là, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine santé, ils sont pas en surpoids, ils sont pas musculeux non plus, hein, attention, mais ils sont parfaitement en bonne santé, une bonne hygiène de vie. Et je pense que et c'est un truc qui va être con aussi à dire peut-être, c'est que le fait de faire le métier que je fais et de voir parfois certains élèves que j'accompagne, les problématiques qu'ils ont de santé, les problématiques qu'ils ont structurellement parlant, etc., je me dis waouh, j'ai bien fait de commencer il y a longtemps et j'ai bien fait de ne pas m'arrêter. Mmh. C'est affreux de dire ça, mais c'est que quand tu vois la douleur ou les problématiques chez les gens en face qui n'ont pas pratiqué tout ça, tu dis waouh, putain, merde. Donc ça motive aussi parce que je sais que ça fait partie de ma santé. J'ai 40 piges, honnêtement, la plupart du temps, les gens me donnent jamais. Tu m'enlèves ma barbe, tu m'enlèves 10 ans, quoi, tu vois. Les gens Mmh. ne donnent jamais mon âge quand on me voit torse nu, et cetera et tout, les gens me disent jamais: «Putain, mais ça comment peut-être comme ça à 40 ans?» quoi, tu vois? C'est certes, C'est on voit après j'ai mon évolution sur les années, hein, c'est pas fait comme ça, sûr. mais tu vois? Donc moi, qu'est-ce qui fait qu'il me reste je pense que j'ai eu besoin par contre des compétitions pour rester motivé ces dernières années. Ouais. J'ai senti que si j'avais pas ce challenge-là, j'aurais été dans une phase où j'aurais été sûrement moins productif dans le sport, une shape différente et cetera. Je sais que j'ai eu besoin de me trouver un nouveau challenge. Ça Mmh. par contre, ouais. Je pense qu'à un moment donné, je vais pas dire que est-ce qu'on peut réellement atteindre un objectif à 100? Je sais jamais parce que on veut toujours plus, pour quelque chose d'avantage, on veut toujours plus gagner plus d'argent, on veut toujours plus de bonheur, plus d'amour, plus de machin, et cetera. Donc, moi, clairement, je pense que je me nourris de voir mon corps changer. Ça me plaît. J'aime me Ouais. voir quand je changer, j'aime me voir bien vieillir. Hem Mais le plus impactant, c'est ça, c'est le fait de me dire que si j'avais pas fait ce sport-là toute ma vie, si j'avais pas été dans alors après je ne vais pas faire des extrêmes de partir dans des compètes parce que tous les extrêmes sont jamais bons, hein, c'est un soi, c'est un fait. Mais je pense que ce qui me permet de rester, motivé, déjà la motivation c'est vachement subjectif en réalité, hein, c'est la discipline qui fait que tu tiens quelque chose. Mais je pense que c'est aussi d'avoir un entourage sportif, tu Ouais. vois? Je baigne avec des coachs sportifs, j'échange avec des coachs sportifs, je partage avec des coachs sportifs. Tu vois, je pense que c'est comme des entrepreneurs qui réussissent dans leur métier, dans leur business, et cetera. C'est parce qu'ils s'entourent d'autres entrepreneurs, et cetera. Et encore une fois, quand on dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, combien de fois, et toi le premier, tu as dû avoir des élèves qui t'ont dit ça, quelqu'un, voilà, en quelques semaines, le mec, il perd déjà 5, 6, 8 kilos, et cetera. Et sa famille ou ses amis vont lui dire: «Oh là là, mais stop, arrête, c'est trop. Non, c'est trop». Mais non, c'est pas trop, il en a encore 15 à perdre s'il veut être en bonne santé, tu vois? Et ces 5 personnes autour de lui vont le tirer vers le bas. Moi, je refuse, dans ma vie, d'avoir des personnes qui me tirent vers le bas ou Mmh. des situations qui me tirent vers le bas. Et donc, tant que j'aurai autour de moi des choses qui me tirent vers le haut, j'aurai toujours une discipline, une motivation à réaliser quelque chose. OK. Ouais, c'est intéressant effectivement et ouais, putain, c'est fou. OK. Hem, comment, Et hem
Et après, si je peux juste, excuse-moi, je te coupe, parce que je sais que tu me disais que ta communauté, c'était plutôt des débutants, des intermédiaires, des Oui. choses comme ça. Et donc, forcément, moi, à mon niveau, à moi, c'est différent. Je vais aller chercher d'autres facteurs de motivation. Mmh. Mais je pense que quand on débute ou quand on est intermédiaire, si je me souviens, moi, à l'époque de ce qui m'a animé, c'était clairement j'avais une situation douloureuse qui était ma problématique de peau, etc. et tout. Et je me dis qu'à partir du moment où tu as une douleur, tu ne peux pas ne pas vouloir la résoudre. C'est tout en fait. Et donc ton vecteur de motivation ou de discipline qui doit te faire tenir quelque chose dans le temps, c'est résoudre la douleur qui te fait mal. Tu peux pas vivre toute ta vie avec un clou dans la jambe. Ça t'empêchera pas de marcher, hein, mais c'est pas agréable. Tant que tu as ça, tu dois tout faire pour enlever cette douleur, ce complexe, etc. Surtout quand c'est possible, tu vois. Là, je te rejoins à 100. Et en fait, des fois, j'ai l'impression c'est difficile à dire, mais il y a des gens qui ont pas une douleur assez forte pour être motivés dans le sport et du coup, bah, c'est dur parce que tu as envie de leur dire, bah, à ce moment-là, j soit creuse et cherche une douleur, du coup, c'est un peu voilà, ou alors, bah, fais pas. Et du coup, tu vois, enfin, tu vois, pour les gens qui ont une douleur forte, c'est plus facile, je dirais, de trouver, la motivation au démarrage et puis après la rigueur, les habitudes. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui moi, j'ai des gens, des fois, comme toi, je pense, qui sont au téléphone, ils me disent: «Bon, ça va, en fait, je me sens bien, j'ai juste envie de perdre un peu de quelques kilos». Du coup, bah, c'est Ouais. chaud. Ça, c'est plus difficile, je trouve, de trouver un moteur, un drive tous les jours. Et puis en réalité, même nous, en tant que coach, ce sont les personnes les plus dures à animer, Ouais, clairement. ouais, Parce que la personne elle-même, elle va dire, oh, ça va, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste une fois, c'est juste un week-end, c'est juste un machin. C'est affreux à dire, mais tu vois, j'ai eu dans un de mes appels de forme il n'y a pas longtemps, j'ai un élève qui me dit 46 ans, donc jeune, hein, 46 ans, c'est pas vieux. Et je lui dis, mais c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie de prendre un accompagnement avec moi? Et il me dit, ah, ben, je me suis regardé en décembre dans le miroir et honnêtement, je me suis détesté, j'ai vu ce gras sur le ventre, etc. Et tout, ça m'a choqué. Mais je sentais qu'il y avait pas que ça, tu vois? Je me disais: «C'est bizarre, c'est trop facile», tu vois? Il me sort ça comme ça et cetera, comme s'il avait eu un déclic, en se regardant dans le miroir. Ça, c'est ce qu'on met un peu dans les contes de fées, mais tu te découvres pas du jour au lendemain dans le miroir, tu te vois dans le miroir pendant des semaines et des années et tu vois bien que ça change. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que non, en fait, j'ai perdu un proche il y a pas longtemps, plus jeune que moi, quelqu'un qui justement était en surpoids, quelqu'un qui n'avait pas d'activité physique et cetera, qui est parti à 44 ans, ça lui a fait peur. Il a eu mmh. peur. Et souvent, malheureusement, le facteur de démarrage ou de douleur qui peut être, c'est quelque chose comme ça. Soit ça t'arrive à toi, Soit aux et du autres, ouais. coup, bah là, t'arrêtes de fumer parce que tu as chopé un cancer. Malheureusement, j'espère que tu guériras, mais c'est peut-être un peu trop tard. C'est violent, mais c'est la vérité, hein. C'est quand on a le problème qui est là, qu'on se dit, il faut que je change quelque chose. Mmh. Et c'est déjà trop tard en réalité. Ou soit, tu as un facteur à côté dans ta vie, à qui va arriver ça, et là, tu te remets en question quand c'est quelqu'un de très proche et dis, ok, d'accord, Ouais, je suis c'est pas vrai. si vieux que ça, je peux encore changer la donne. Mmh. C'est vrai. C'est vrai que, moi, je personnellement, c'est les 2. Moi, je sais que c'était un facteur interne et externe de ça, qui fait que je me suis remis en main, enfin repris en main et cetera et c'est vrai que c'est important, effectivement de réagir avant qu'on ait un déclic ou un truc, tu vois? C'est un peu bon. Les gens qui écoutent le podcast, généralement, sont déjà dans le process, donc on va pas non plus, pousser sur ça, donc normalement, ils ont compris Mm. pour la Mm. plupart. Mais c'est vrai que des fois, je sais qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast, ça fait 1 an et 3 mois, je pense, qu'il est sorti le podcast et qui vont écouter tous les épisodes et qui vont, ne rien avoir mis en place ou alors très peu et pas avoir de résultats et c'est dommage. Les gens, ils vont nous suivre sur Instagram ou il y a des gens, ils vont prendre un appel bilan avec nous, en 2012 et ils vont nous rappeler en 2022, 10 ans après, j'en sais rien. Mm. Ils vont nous dire: «Bah, ouais, je suis là, qu'est-ce que je fais?» tu vois? Mm. Donc bon, Ouais. après c'est passer à l'action effectivement, de toute façon, on le dit à chaque épisode de podcast, donc je vais pas répéter, mais effectivement, c'est important et question autrement plus technique par rapport à comment on passe parce qu'en fait, souvent, bon, les premières années quand on fait de la muscu, globalement, quoi qu'on fasse, on progresse. C'est l'avantage, je pense que tu vas être d'accord avec moi et c'est pour ça que des fois quand tu vois les d'ailleurs, j'ai fait une story hier, bon, qui a plu ou qui a pas plu, mais bref et où je parlais de certains, comment dire? Types d'entraînement que tu vois sur Instagram, sur TikTok de mecs qui Mm. sont effectivement très balèzes. Bon, balèze, pas balèze, ça change rien, à la limite, ça, j'aurais pas dû le préciser, mais en gros, des gens qui sont influenceurs, mais pas vraiment coach et qui font plein d'exercices bizarres et les gens, du coup, dès que c'est un Mm. exercice un peu exotique, il y a plus de likes. Ça, c'est sûr à 100. Moi, je fais que des fentes et des squats et forcément, mes entraînements élastiques, c'est toujours les mêmes. Je change l'ordre des exos, mais voilà, mais c'est ce qui marche. Donc, du coup, j'aime pas trop vendre du rêve avec des exercices bizarres et pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus, mais en gros, hem donc oui, quand tu es au débutant, quoi que tu fasses, ça marche. L'idée, c'est de pas se blesser au démarrage, forcément. Comment on passe de débutant, on va dire, allez, moins de 3 à 5 ans, enfin 5 ans déjà, tu es intermédiaire d'expérience. Parce que j'imagine que toi,
surcharge progressive, tu connais, mais je pense que tu as aussi des techniques d'intensification. Je pense que tu as Mmh, des trucs un peu plus poussés. Comment on fait pour continuer à progresser? Parce que tu sais, il y a des plateaux forcément. Est-ce que mmh, toi, tu as des idées sur ça? ouais. Et déjà, je suis 100 d'accord avec toi sur le fait que tu dises que dès qu'on démarre, si on démarre avec les mouvements de base, les exos de base, sans vouloir chercher l'exercice miracle ou tirer par les cheveux, je ne sais quel chapeau, là, encore une fois. Et je l'ai vu ta story sur le gars qui fait des squats, etc. et tout, c'est ça. Je pense Ouais, que il j'ai fait des vu. trucs un peu Et bizarres, mais ça va, mais ouais. ouais, je suis complètement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, un débutant, effectivement, s'il fait les choses proprement, et même des fois pas proprement, en réalité, c'est il peut avoir des résultats. Et c'est souvent ce qui fait que les gens, ils sont, surtout à cause des réseaux, ils vont voir des mecs qui démarrent de rien et en quelques mois ou quelques années, ils ont des résultats de fou et ils vont se dire: «OK, c'est que c'est lui qui a la solution miracle, il sait comment faire» et ce mec-là, généralement, grâce à son avant-après sur les réseaux sociaux, il est devenu populaire, un peu Mmh, influenceur et cetera et tout et les gens vont suivre ce qu'il fait mmh, et lui, bah, pour rester influenceur et cetera et tout, il va sortir des mouvements du chapeau et cetera. En réalité, je vais dire un truc tout bête, mais moi, ça fait là, je sors de 9 mois de prise de masse. Pendant 9 mois, mon programme a été le même à 100 tout le temps. Je n'ai jamais changé de routine d'entraînement. Alors, la différence, c'est qu'entre un débutant et quelqu'un qui est à mon niveau, c'est que moi, je suis plus en train de travailler dans la masse globale. ouais. Je suis en train de travailler dans le détail. Mmh, Quelqu'un qui est débutant, franchement, full body, PPL, du lourd, du poids, de la bouffe, et cetera et tout, du repos, ça va le faire. Mais en grandissant, si je suis en expérience, tu vas développer des points forts, des points faibles, purement structurels, hein. Par exemple, moi, j'ai des gros bras, de par la gym et cetera, qui m'ont empêché pendant des années de développer mon dos parce que tout rowing que je faisait intervenir énormément mon biceps. C'est mécanique, j'y peux rien. mmh, Donc, beh, tu dois trouver des techniques pour permettre, entre guillemets, via des sangles, via certains exercices, via exercices de pré-fatigue, pour pouvoir justement aller pré-fatiguer mon biceps de manière à ce que quand je travaille mon dos qui est censé travailler, je puisse cibler mon dos. Et j'ai travaillé 9 mois à bosser mon dos. D'ailleurs, tu as vu, j'avais mis un réel d'évolution de dos parce que clairement, j'ai dû charbonner comme un âne. Donc, la différence, elle est là. C'est qu'au début, tu travailles dans la masse, peu ouais. importe ce que tu fais, fais-le bien, fais-le intelligemment. Tout ce que tu vois qui fonctionne sur toi, garde-le, suis-le, mouvement polyarticulaire, etc., etc. Et cetera. Et avec le temps, moi, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je vais travailler sur donc la surcharge progressive, elle y est jusqu'au moins intermédiaire plus, plus, plus. Après, à Mmh. mon niveau, la surcharge progressive, je peux plus continuer. C'est-à-dire que en développé couché, je m'entraîne déjà avec des haltères de 60, 70 kilos. J'ai des haltères de 100 kilos à la salle au Portugal, mais même pas, j'arriverai à la décoller du sol, c'est pas possible. Et surtout, c'est que je vais m'arracher un coude ou un poignet, quoi. Heu, C'est évident. Une haltère de 100 kilos, oui, structurellement parlant, c'est pour le faire un TikTok à 1 million de vues, ça, c'est tout après, c'est ça, c'est de la décoration. Mais ouais. jamais, j'ai même pas osé. Je l'ai roulé une fois au sol comme ça et c'est tout. J'oserais même pas parce que le poignet va s'arracher, tu vois. Mais globalement, je sais qu'autour des 60-70 kilos, je suis dans une limite structurelle qui fait que si je vais trop loin, je fais 8-10 reps quand même malgré tout, mais je vais me faire mal, c'est une évidence. Ouais. Donc à l'inverse, je vais travailler sur beaucoup de. Je commence à travailler sur des séries longues, ce qui est fou, tu vois. Je pense notamment au pec. La dernière fois, j'ai fait du vis-à-vis. J'ai commencé par des 40 répétitions. 30, 20, 10. Je cherche une congestion et un afflux sanguin énorme sur le muscle qui m'intéresse le plus pour aller chercher le détail, le haut du pec, l'arrière de l'épaule, tout l'exercice de finition en fait. Et après, pour moi, il y a pas de, y a pas de secret, c'est de l'intensification. Elle vient. Tu as trois facteurs qui te permettent d'aller chercher l'hypertrophie musculaire. Tu as le premier, c'est le stress mécanique. Voilà, c'est le classique, hein, c'est de réaliser un mouvement de musculation, etc. Avec une certaine charge évidemment. Tu as le stress métabolique, c'est le fait justement d'aller chercher de la brûlure, d'aller chercher, des mouvements qui vont faire beaucoup de pumping comme on dit, ici. Ils disent beaucoup pumping au Portugal, ils disent pumping quand c'est tout le temps en train de faire ça. À l'américaine, c'est drôle et la troisième phase, elle est toute bête, mais c'est de toujours continuer à chercher à progresser et progresser, c'est les gens s'imaginent toujours que c'est toujours d'aller chercher plus de kilos. Il y a pas que ça. C'est un fait, oui, le fait d'augmenter ta charge en kilos est une surcharge progressive. Moi, mes élèves, je leur recommande de recharger que de 1 à 5 de surcharge progressive. C'est-à-dire, si tu avais fait un développé couché à 100 kilos, le jour où tu commençais à être en surcharge progressive, l'erreur que font beaucoup, c'est de passer à 110, Ouais. 115, 120. Les mecs, qui rajoutent des galettes comme ça. Parce que souvent, C'est on complètement n'a con pas les parce qu'en petits fait, intermédiaires, tu sais? On n'a pas les petits disques intermédiaires et tout ça. ouais, Tu as des salles ouais, où tu as c'est c'est vrai. 2,5 le plus petit. Donc si Ouais, tu mets de chaque ouais. côté, tu es L'incrément, plus à parfois, 5, tu vois? ouais, l'incrément, parfois, j'avoue, dans certaines salles, surtout notamment des basifiques, des machins et tout, c'est très compliqué. Il faut avoir des. Je sais que tu en vois beaucoup qui font ça avec. Ils vont caler des élastiques et des choses comme ça. Tu sais, ils vont mettre sur les côtés, ça, pour faire l'incrément, c'est assez compliqué. Et quand tu n'as pas la possibilité de le faire avec le poids, ben, c'est là que tu vas devoir jouer sur de l'intensification. C'est-à-dire que concrètement, du drop set ou sinon du temps sous tension, en réalité, tu vois. Donc, il y a. Pour moi, si tu veux, c'est le souci d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens
sont à vouloir s'entraîner comme moi, c'est-à-dire à chercher le détail, alors qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Tu sais, la fameuse image du mec qui prend un marteau, un burin et qui se taille comme ça. Tu sais, l'image qu'on a déjà Ouais, vue. ouais, je vois. Ça, pour moi, tu dois le faire que quand tu es intermédiaire plus ou avancé. Mais au départ, tu n'as pas à faire ça. Tu vois, c'est comme si c'est comme demain, tu apprends un boulot, tu sors, enfin, tu sors de l'école, tu vas faire ton premier travail, tu vas apprendre 80% de ce boulot-là rapidement, c'est les bases, et les 20% qui font la différence entre qui fait que c'est toi qui auras une augmentation de salaire ou toi qui seras meilleur que tes élèves, que tes autres collègues, c'est ces 20% que tu vas travailler dans le détail. Le 20%, c'est uniquement que les personnes qui sont déjà avancées. Aujourd'hui, des exercices de base, mais ce que tu fais toi, et je comprends ta frustration, parce que moi, je montre mes entraînements, c'est une frustration. Toutes les semaines, j'ai l'impression de mettre les mêmes stories avec les mêmes exercices, etc. Et pour moi, c'est une vraie frustration, parce que les gens, ils attendent le mouvement miracle. Il n'y a pas de mouvement miracle, c'est la répétition. Euh, Rien que le défi de te dire, imaginons que tu faisais 4 séries avec 10 répétitions. La semaine d'après, ben, tu peux pas monter en incrément en charge. Ben, tu peux viser 12 répétitions. C'est pas grave. Ça reste un temps sous tension, ça reste un stress pour le corps, un stress métabolique. Tu vas quand même aller chercher l'hypertrophie. Et puis le fois d'après où tu arrives à voir que l'incrément supérieur, les fameux 2,5 que tu n'arrives pas à passer au début, tu arrives à les passer la fois d'après parce que tu étais passé à 12, 13 répétitions, tu vas peut-être repasser à 10, mais c'est pas grave. Et tu repasses à 10, 10, 10, 10, 10, 10. Puis dans 3 mois, tu feras 12, 13, 14, 15. Et tu pourras repasser à l'incrément supérieur, qui te fera repasser à 10. Et ainsi de suite, en fait. C'est ça le charge progressif. C'est pas que le poids, que le poids, que le Bien poids. sûr. C'est aussi par rapport au nombre de répétitions ou de séries que tu vas faire. Mmh. C'est important effectivement et en fait, le truc, c'est que sur les réseaux et d'une manière générale, quand tu commences, tu tombes que sur du contenu de alors moi, en tout cas, c'était mon cas, j'ai déjà dit, tu sais, il y a un mec qui s'appelle, Stanimal, je sais pas si tu connais, Mmh, Stan, machin, bien sûr, qui est aux bien sûr. États-Unis, qui est un bodybuilder très connu, qui fait Olympia et tout ça. Moi, c'était le gars en fait, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est le gars que je regardais. Mais c'est pas du tout cohérent. Je faisais 60 kilos. Qu'est-ce que tu veux que je regarde un mec comme ça? En fait, c'était l'esprit bodybuilding et tout ça, même si je suis pas passionné par ça spécialement, je trouvais ça intéressant, tu vois? En plus, c'était aux States et tout ça. Et je suis presque sûr que je suis pas le seul. En France, on a de la chance quand même, c'est qu'il y a Nassim Saïli globalement, qui Mmh. aide quand même, je pense, bien à éduquer les gens en France. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me demande, je dis: «Suivez au moins ce gars-là», parce que tu es sûr que ses conseils sont cohérents. Mais le problème, c'est que souvent les gens, ils tombent sur soit des bodybuilders, soit des influenceurs fitness qui ont 10, 15 ans d'expérience. Ce qui est bien, c'est pas qu'il faut pas les suivre, c'est juste qu'il faut pas les copier. Et c'est le problème, c'est ça, c'est que moi, j'ai des fois des élèves qui Ouais. me disent: «Ouais, j'ai fait une séance bras, une séance épaules aujourd'hui». Je dis: «Ouais, pourquoi pas, mais tu perds du temps, en fait». Enfin, je crois pas que ce soit le plus efficace quand tu as moins de je sais pas, 2 ans d'expérience à faire, je sais pas, l'oiseau, buste incliné et cetera. Enfin, des fois, je le donne à mes élèves, mais je veux dire, tu peux pas faire 40 exos pour les épaules ou 50 exos au bras dans la séance. Je veux dire, c'est pas cohérent, en fait. Alors peut-être que d'un côté, il y a le côté cohérence du truc et aussi le côté, fun. Ce que je peux comprendre aussi, Ouais. tu vois? C'est pour ça que des fois, je suis un peu dur avec les gens qui font ça, mais je le dis, mais à la limite, s'il aime bien faire ça, qu'il fasse ça, à la limite, tu vois? C'est un peu ça, des fois. Bah, après, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais quel était le facteur motivationnel aussi. Ouais, Et en réalité, c'est que pour beaucoup de monde, cette motivation, elle va venir du fait d'avoir un peu d'exercices différenciants, d'exercices un peu à la mode, etc. Donc ouais, ça aide. Même si nous, de métier, on sait que c'est pas ça qui va amener des résultats à l'élève. On le sait. Moi, typiquement, j'ai quasiment, on va dire 80% de mes programmes de muscu, il n'y a pas de biceps, il n'y a pas de triceps. Je fais pas de séance spéciale biceps. Et là, les gens, je te promets, souvent, le premier retour que j'ai de mon élève, c'est: je comprends pas, Jérôme, dans mon programme, tu m'as pas mis de séance biceps triceps. Je lui dis: mais tu es débutant. À chaque fois que tu vas faire du dos, tu vas bosser ton bras. À chaque fois que tu vas bosser tes pecs, tu vas bosser ton triceps. C'est mécanique. mmh, Si demain je te rajoute en plus du volume d'entraînement sur des biceps et des triceps, je vais soit au pire risquer la blessure à long terme, ou au pire t'empêcher de progresser réellement parce que tu vas ne pas avoir assez de repos musculaire à proprement parler. Un mec qui débute, tu lui fais 3 entraînements semaine, il va progresser largement à mon niveau à moi. Et les gens s'imaginent que je m'entraîne du lundi au dimanche. Mais c'est pas vrai. J'ai 5 séances par semaine. J'ai une séance d'eau, enfin 2 séances d'eau. La cinquième séance, c'est pour mon point faible, donc c'est d'eau. Donc j'ai 2 séances d'eau, on va dire. Une séance épaule, une séance spec et une séance jambes. mais Que parce que ça. tu as 20 ans d'expérience. On est d'accord que faire un split comme Exactement. ça quand tu démarres, c'est Ça n'a aucun possible, mais intérêt. c'est pas optimal, ouais, voilà, d'accord. C'est pas optimal. C'est pas optimal. Non. Et À la limite, pourtant, c'est la seule chose qui te permet d'aller à la salle et qui te permet mmh, de te bouger les fesses. Fais-le. Maintenant, ouais. si tu penses que c'est comme ça que tu vas progresser plus vite, clairement pas. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel débutant en salle de sport, il fait une séance pec. Le lundi, c'est la séance pec. Je suis presque sûr que tu fais un sondage, tu sors de la salle, 80 C'est des mecs, sûr. ils font la séance pec du lundi. Bon Chaque après, biceps. c'est ça. Après je dis pas, moi je fais des séances pull aussi, push des fois, donc du coup, mais je rajoute aussi les épaules. Mais
c'est vrai que c'est pas optimal et moi, je sais que mes élèves, des fois, ils sont frustrés parce qu'ils s'entraînent pas comme les autres. C'est ça. Du coup, parce qu'en fait, on est une minorité peut-être à donner des conseils, qui sont peut-être plus cohérents et la majorité se forme avec, Instagram ou TikTok et du coup, la majorité fait des trucs moins efficaces. Mais ils vont quand même avoir des résultats, tu vois? Mais peut-être moins rapidement, c'est ça qui est dommage. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, si quand j'avais 20 ans, si j'avais appris à m'entraîner avec ce que j'ai appris avec le temps, heu, il y a la théorie, mais il y a la pratique, hein. Alors je sais qu'il y Bien en a, sûr. ils aiment pas ce côté-là, tu sais, tu en a, ils sont vraiment très scientifiques, que le côté binaire et cetera, d'une étude qui montre que je sais pas quoi et cetera. Mais moi, je suis aussi par exemple qu'il faut s'écouter soi-même et tu sais très bien ce qu'à un moment donné, quand tu fais un exercice, tu le ressens bien. Alors quand tu démarres, tu ressentiras rien. Déjà, c'est une évidence. Les Ah, les le dos, pour débutants le qui se disent, ressentir au démarrage, le dos, ah, tu mais des c'est une muscles là? réalité. Ouais. Moi, je me souviens très bien, je donne un exemple souvent à mes élèves, tu sais, quand tu étais gosse, que tu voyais ton père faire tomber son pec comme ça. Tu trouvais ça rigolo, tu sais, ton père fait ça. Et toi, tu es là, tu as 10 ans, tu fais ça, il n'y a rien qui bouge. C'est normal, tu n'as pas de muscle. Et ce mouvement qui fait bouger le pec, c'est une connexion cerveau-muscle, c'est une connexion nerveuse. Elle ne se crée qu'à partir du moment où, un, tu as commencé un entraînement, et deux, tu as commencé à créer des fibres. S'il n'y a pas de fibres, tu ne peux pas avoir connexion nerveuse. Donc, et la réalité, c'est que les débutants fixent tout sur le côté sensation dès le départ. Et pour eux, s'ils n'ont pas de sensation, ça ne marche pas. Mmh. Et malheureusement, si en plus de ça, tu leur fais pas un programme d'influenceur, alors là, c'est bon, ils ont l'impression que ce que tu leur as donné comme programme, c'est de la merde, clairement. Donc je te rejoins tout à fait. Et moi, c'est un peu une frustration que j'ai dans mon métier de coach quand même, de devoir souvent batailler sur ça, parce que euh, limite, tu deviens moins légitime parce que tu n'as pas fait ce programme à la mode où le mec, il fait son fameux exercice spec, tu sais, avec le disque comme ça, là, tu Oh là sais, là, oui, où il y a oui, bah, oui, faut- parce que celui-là, c'est le ressenti. Oh, quel ressenti! Bah, oui, mais c'est bien de ressentir, mais tu as aussi des principes de fibres musculaires, de enfin, tu as des trucs quand même qui existent Ouais, derrière. mais déjà, quand tu es debout, que tu fais ça, la gravité, on est d'accord, on peut pas changer l'axe de la gravité. Elle Ah est oui, pas en comme plus, ça, la tu le gravité, elle est faisais comme oui, tu ça. le faisais debout, ouais. Parce que nous, ils Ah le oui, font alors allongé. Allongé, à la limite, pour le pump et le ressenti, je crois que c'est pas trop mal, mais en termes voilà, de ou pour les triceps potentiellement, mais je sais voilà, pas. c'est ça. C'est ça. Sauf que Mais souvent, les mecs qui te disent que c'est pour faire le milieu du pec, alors que oui, non, c'est tu la peux fibre pas, du pec, elle est dans ce sens-là. c'est ça. Mécaniquement parlant, ça va pas dans le sens de Tu as la pas fibre. tu as pas milieu Tout, de pec, pour spécifique, tu vois? tout exercice qui ne va pas dans le sens de la fibre ne te fera pas travailler ce muscle-là. C'est une réalité. Mmh. Je veux dire, c'est comme la dernière fois, je suis tombé sur un réel ou un TikTok, je sais plus, ça m'a fait mourir de rire. Le mec, il fait ses triceps à la corde comme ça, et il dit qu'à la fin du mouvement, il tourne ses poignets comme ça. Et il dit qu'en faisant ça, du coup, il a une meilleure condition une meilleure ressenti et qu'il travaille mieux ses triceps. C'est impossible parce que le triceps, il est pas, enfin, le triceps n'est pas attaché au poignet. Il y a pas de, Mmh. mécaniquement, il y a pas de, c'est pas possible. Tu vois, il y a rien. Donc c'est pas possible. Et Mais parce que c'est plus c'est, exotique. C'est plus exotique de faire différent mais j'avais vu un truc pareil, tu me diras si je me trompe, tu sais pour comment dire? Extension de triceps, on va dire à un bras, il y en a, ils le font en pronation, d'autres en supination et en final, on s'est rendu compte que ça revenait exactement au même, on est d'accord? c'est le même parce qu'en fait, l'orientation, Ça change rien. enfin, je veux dire, tu ferais ton triceps en accrochant, tu sais, une sangle ici et tu fais ce mouvement-là, c'est pareil parce qu'il n'y a pas de, l'avant-bras te sert à rien en fait, Mmh. d'un point de vue biomécanique. Donc sur sur du triceps, donc c'est ton coude. C'est l'insertion de ton triceps inséré au coude et derrière. Donc ça se fait dans ce sens-là, pas dans un autre sens. Donc non, non, c'est sûr. Mais encore une fois, je pense que j'y vois quand même du positif dans tout ça, c'est que je me dis que, contrairement à moi, ma génération, tu vois, parce que je me considère comme un vieux dans le fitness maintenant, enfin dans le body, tu vois, déjà rien que le mot fitness et body, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose, mais souvent les gens, ils dissocient body. Body, c'est corps, fitness, c'est t'occuper de ton corps aussi, hein. Enfin Oui, bon, oui, pour oui, moi, c'est ça pareil. revient au même. Mais tu vois, la génération, si aujourd'hui, ça permet malgré tout aux gens de se bouger, je me Ouais. dis, bah, c'est un mal pour un bien. Mais ce qui est chiant, c'est que dans nos métiers à nous, c'est que parfois tu récupères des élèves qui ont eu des objectifs ou des rêves brisés parce qu'en quelques mois, quelques années, ils s'imaginaient ressembler ou avoir tel résultat qu'ils n'ont pas eu. Et de cela, quand tu entends, moi, je ne vais pas citer de nom, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rentré un élève qui m'a sorti tous les. Il s'est tapé, je te promets, les trois plus gros influenceurs connus dans le fitness. Les trois. Mmh. Et on est loin d'avoir le physique espéré. Mais quand tu passes derrière trois coachs comme ça, que tu dois écrire un programme, je vais pas dire à l'ancienne, c'est pas un programme à l'ancienne, c'est le programme qu'il faut en fait. Tu rames, tu rames parce que c'est en face, tu as quelqu'un qui est peu réceptif. Mais j'y vois, comme je te disais, du bien dans le sens où ça permet malgré tout aux gens de se bouger. Et générationnellement parlant, c'est là que je voulais en venir, c'est que je trouve que ça fait super plaisir aujourd'hui d'aller en salle de sport, de voir des jeunes, Ouais. de voir une nouvelle génération arriver, etc. Mmh. Et ça, je kiffe. Homme comme femme, j'adore. Mmh. Je te rejoins et on voit clairement les réseaux sociaux. Moi, je sais que, quand je suis revenu en France au mois de juillet l'année dernière, quand je suis retourné à Fitness Park à Nantes, j'ai halluciné du nombre de jeunes qu'il y avait. Alors après, voilà, j'ai pas autant d'expérience que toi, donc je pense que toi, tu as dû voir vraiment la transition.
Mais avant, c'est vrai que le bodybuilding, c'était vraiment un truc particulier, hein. L'image qu'on en avait, elle était dégueulasse en France. Non, mais c'est Vraiment, clair. faut le dire, hein. Et maintenant, ça s'est démocratisé de fou grâce notamment aussi au travail, de Fitness Park, de Basic Fit qui ont rendu aussi les salles, peu chères et Et les heu influenceurs aussi, ils ont pour et les quelque chose quand influenceurs. même. Thibaut InShape, Mmh. tout ça, à la base, ils ont quand même fait un beau taf par rapport à ça. Mais tu sais quoi? À l'époque, j'ai suivi Thibaut InShape au tout début sur Démarrage où il se filmait dans sa chambre et cetera et j'ai adoré le personnage. Moi aussi, Mais ouais. aujourd'hui, si tu veux, moi je même si je suis pas d'accord avec toutes ces programmations musculaires et cetera et tout, je trouve que je suis persuadé qu'il a aidé des centaines et des centaines Oui. de jeunes à problématiques à Mmh. se bouger le cul et à avoir des résultats et rien que pour ça, je trouve que c'est génial. Tu vois? Qu'il soit coach ou pas officiellement, on s'en fout, mais peu importe, il a quand même apporté du positif. Le problème, c'est qu'à côté, tu as des gens qui apportent que de la merde et qui après s'en foutent du côté humain derrière. Tu vois? C'est ça le problème, c'est que tu as l'influenceur mais avec un côté humain, et tu as l'influenceur qui est que côté putaclic, commercial, sponsoring, machin, etc. Et tout, où eux, ils s'en battent les couilles, excusez-moi l'expression, de clairement mettre les gens dans des difficultés, des problématiques, etc. Et c'est ça, moi, qui m'ont un peu fou. Ouais. Et, et tu vois, effectivement, de mon âge avancé, la transition, je l'ai vue, c'est simple, pendant longtemps, je me souviens déjà des femmes en salle de sport, j'en voyais très peu. Tu vois, j'en voyais pas beaucoup, Ouais. ou alors c'était que dans les cours collectifs, et cetera. Et j'en vois maintenant des femmes qui prennent la liberté, et tant mieux, et venez, bah, je pense pas que les femmes écoutent ton podcast, ou peut-être en Ah si, si, minorité. Il y a 50. des femmes? Ah beh, 50, beh, venez mesdames, allez-y, n'ayez pas peur, vous allez pas vous transformer en bonhomme musclé demain, et cetera. C'est comme je dis souvent à mes élèves, je dis: «Mais si c'était si facile d'être musclé, que ce qu'on soit un homme ou une femme, il y aurait que des dieux et des déesses grecques sur les plages». On est Mmh. loin d'être, dans ce cas-là, hein. Donc Ouais. non, parce que ça prend pas aussi vite. Donc mesdames, si vous souhaitez un corps qui change, c'est forcément en passant par du renforcement musculaire. C'est une évidence. Et donc allez-y, venez dans les salles de sport, n'ayez pas peur de ces gros bonhommes. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on mord, je vous assure, donc n'ayez pas peur de ça. Et effectivement, et ce que j'aime bien, c'est que même si on est encore très, très, très loin des mentalités hors France, on sent qu'il y a un changement de mentalité. Ouais. Moi Je qui voyage et toi qui sens voyages beaucoup, tu as dû voir dans des ouais. pays, ne Oui, il y a des serait-ce qu'au niveau pays nutrition. Au niveau ouais. nutrition, Attends, tu as bien vu les au yaourts, Portugal. attends, Ouais, mais c'est incroyable, ici, les c'est yaourts incroyable. protéinés, mais gros, c'est n'importe quoi. J'ai tout testé. Alors Tu as j'ai vu? pris tous les édulcorants et les additifs dans la gueule, mais par contre niveau protéines, tu verrais mes frigos ici et en plus les petits iPro là, tu sais les iPro, les yaourts là à boire, je prends ça parce que j'ai pas reçu ma commande de NutriPure, ils coûtent 1,80 €. En C'est France, c'est ça, c'est pas 4 cher en euros. plus. Ouais. Tu vois? C'est Mais exactement ça. C'est même moins cher parfois, c'est con d'acheter ça que du poulet dans certains ouais, rayons ici. Ce qui est c'est fou sûr. complètement. Même le poulet est Et pas moi, très cher ici, hein. La protéine de non, manière ça va générale encore. ici, il y a pas d'excuse, hein. Non, non, ça va, c'est clair. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais je sais pas si tu as vu par contre tout ce qui est sous vide, les genres comme nous en France, on a le poulet ou le tranche sous vide. Nous, il y a marqué 100 de viande, tu sais, un truc comme ça. Mmh Ici, mh. tu vas marquer, il y a marqué 60-70. Alors je pense qu'ils sont Possible. injectés avec de l'eau, je sais pas quoi, il y a un truc, mais c'est moi je Oui, le prends pas la ce qualité, truc-là. elle est pas incroyable, ouais. Ouais, moi je préfère prendre un vrai morceau de poulet ici et pas du Mmh. sous vide. Autant en France, par manque de choix, parfois ça m'arrive de prendre du sous vide. Mmh. Autant ici, tu vois, je le fais pas parce que j'ai l'impression que la qualité est vraiment merdique pour le coup en sous vide. Et Ouais. c'est ça qui est hallucinant, tu vois. Il y a la mentalité en salle, elle est complètement différente. Le mindset des gens est complètement différent. Ici, je peux me balader torse nu. Je vais pas me sentir mal à l'aise. En France, sur la plage, je vais me balader torse nu. Je vais être peut-être parmi les plus caisses, hein, en toute modestie, C'est à me sûr. balader sur la plage. Et je sais que je serai dévisagé la tête aux pieds et pas que sur du positif, malheureusement. Ici, tu sens que non, au contraire, les gens, ils ont limite envie de faire une photo avec toi pour dire waouh, bravo, ils savent ce que c'est, tu vois. Mmh. Et tu le sens dans la nutrition. Et alors, je sais pas pourquoi en France, on n'a pas, il y a peut-être un lobbying de la grande distribution par rapport à ça, mais je ne comprends pas. Tu trouves de Prozis, par exemple, tu peux le trouver ça dans les C'est supermarchés. ce que j'allais Tu dire. trouves Il est partout Prozis ici, hein, c'est fou, hein. c'est Bah, ça. après c'est Alors portugais après, c'est donc voilà. portugais. Oui, voilà. Voilà, c'est portugais. Mais tu le trouves aussi en Espagne, et cetera. Mais Mmh. tu trouves d'autres marques, hein, j'ai pas trouvé que Prozis, hein, j'ai trouvé Ouais, d'autres marques ouais. de compléments Tu as alimentaires. plein de trucs, hein. Heu et alors qu'en France, tu as pas Tu as tout ça. En France, tu as que Decathlon heu, qui joue un peu le jeu, mais c'est vrai qu'en grande distri, pas ouais, grand-chose, ouais. c'est ça, non. Et c'est là que tu sens que step by step, il y a on sait qu'en France, on aime beaucoup manger, on aime la bonne bouffe, et cetera et tout, et cetera. Donc il y a peut-être ce côté, lobbying de pas vouloir nous faire manger des trucs, parce qu'on se l'avoue, hein, moi j'en consomme de temps en temps, mais ça doit être resté une consommation, de temps en temps parce que c'est quand même Mmh. pas le voilà, comme tu dis, hein, les additifs et les machins et tout, on va briller dans la nuit à force, hein. Mais voilà. Mais par contre, c'est là que tu te rends compte qu'il y a une éducation, différente et une vision différente. C'est clair. Ouais. Ouais, ouais, bah, après, ouais, je te rejoins. En fait, ça dépend des pays, c'est difficile de tirer des conclusions sur ça. C'est vrai que puis même des régions en France, j'ai envie de te dire, des fois, il y a des régions en France, peut-être dans j'en sais rien, dans le sud ou enfin, il y a peut-être des régions où Mmh. ça se développe plus que d'autres. Je sais pas exactement comment du pourquoi. C'est vrai que d'une manière générale, les pays anglo-saxons, c'est sûr, sont beaucoup plus avancés.
Angleterre, Australie, États-Unis, même Afrique du Sud, j'ai trouvé que c'était quand même, voilà, ils ont une culture qui est différente. En France, on a toujours eu la culture de: «Tu es balèze, tu es C'est un con. peu con», voilà, j'attendais que tu me dises: «Tu es un peu con», moi j'ai dit. C'est vrai, mais c'est de toute façon, nous les Français de base, on est enfin moi souvent c'est ce que je dis et ça me fait rire parce que souvent je me trompe rarement. Quand je vois des Français à l'étranger, on a le même physique. On est Ouais. des comment dire? Comment on appelle ça? Des baguettes? Non, en gros, on est tout cust. Les Français à l'étranger, on est tout cust. On a un sac Quechua, on a des chaussures Lecoq sportif, on a un t-shirt Adidas et on est cust et on fait 50 kilos, tu vois? Et non, mais genre, les Français à l'étranger, c'est pareil. Et moi, je suis comme ça, moi, je suis français, donc moi, c'est très facile. Mais en vrai, c'est ça. Et dès que tu es un peu balèze, souvent, on se dit: «Ouais, ça va être un Américain» ou tu vois? Mmh. Et même, Ah mais moi, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, les gens à la salle, parce qu'au début, il y avait la barrière de la langue et cetera, donc tu sais, tu dis bonjour de loin et cetera. Il y a un temps d'adaptation et beaucoup pensaient que j'étais portugais. Tu sais, entre, ça peut-être la pourrait, barbe, ouais, le tu un côté peu une bronzé de la dégaine, peau et ouais. cetera et du coup, les gens ils pensaient et puis peut-être le physique aussi, j'en sais rien, mais les gens pensaient que j'étais portugais. Marine aussi, tu vois? Parce qu'elle est bien brune et cetera et tout, donc c'était assez rigolo. Ouais. Mais ouais, après, je pense que c'est aussi pour ça que, c'est con à dire, mais dans ma pratique du sport au quotidien et dans les sacrifices que me demande le fitness et le body en général, au niveau social et cetera et tout, le fait d'être dans je sais pas si ça dit une inclusion, enfin dans une espèce de comment je pourrais dire ça? Bah, que l'environnement, pour moi, du coup, c'est un environnement positif en réalité, Mmh, autour de mmh. ce mindset-là, parce que ça va m'aider, ça va me nourrir, tu vois? Mmh. Clairement. Dans ta bulle, Et hein, ça entre guillemets, autour de toi, c'est comme ouais, ça. ouais, Mmh. carrément. Et ça, c'est super important. Je crois que je l'ai dit, je sais plus dans le dernier épisode de podcast, mais je crois que je disais un peu à peu près la même chose, quand j'étais en Australie, effectivement, je vivais à Bondi Beach, qui est l'endroit où il y a, tous les gens les plus, musculeux, clairement, d'Australie. Les gens parce qu'il y a beaucoup de salles de sport, les gens sont tout le temps torse nu là-bas. C'est vrai que ce que je disais, c'est qu'en gros, quand tu te balades là-bas, tu qu'une envie, c'est de devenir comme eux, même s'il faut pas se comparer, ce que je disais, mais tu qu'une envie. Je veux dire, quand tu es Mmh, entouré de gens qui sont en surpoids, si tu es le seul à faire du sport, forcément que ça te demande un double d'effort. Mais à l'inverse, si ton environnement est différent et moi, c'est pour ça que je vis dans des pays comme toi, hein, d'une manière générale, où il y a des salles de sport, où il y a des gens qui sont en shape et tout ça me motive, en fait, ça me mmh, motive de fou et je comprends ça. Et c'est pour ça qu'on disait on parlait tout à l'heure on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. C'est évident, je veux dire, c'est évident. Si tous tes potes, et j'ai des élèves comme ça, hein, tous les potes, ils boivent, ils fument et tout ça, forcément, tu vas être tenté et c'est qu'une question de perception sur plein de choses, sur l'alimentation aussi. Sur l'alimentation, si tu vis avec des gens qui mangent bien, tu vas bien manger. Si tu vis qu'avec des gens qui mangent mal, tu vas faire un tout petit effort et tu vas avoir l'impression: «Oh là là, qu'est-ce que c'était dur, j'ai mangé une salade cette semaine». Alors qu'en réalité, mmh, gros, tout le monde devrait manger, enfin pas une salade, mais un autre truc, mais tu vois? Donc c'est mmh. vraiment une question de perception, je pense et c'est à nous de nous mettre dans les bonnes conditions, comme toi tu le fais dans ta van life en t'approchant, tu vois? Tu es à côté de la meilleure salle du Portugal certainement. C'est pas un hasard, tu vois? Tu t'es pas mis là: Mmh. «Ah tiens, il y a la salle», tu vois? Tu as fait en sorte d'être à côté. Tu es à côté de la plage, enfin à côté de la mer pour pouvoir, je sais pas, avoir de l'inspiration, de la créativité, de la motivation. Et moi, je suis exactement comme toi. Là, je t'ai pas dit, mais du coup, dans 2 jours, ouais, dimanche, je vais descendre au sud du Portugal. Première chose que j'ai fait, j'ai sélectionné la salle et j'ai Mmh. sélectionné la plage. Mmh. Parce que je sais, Ouais. même si je vais pas me baigner, je m'en fous. Je sais que ça va m'apporter au niveau business, au niveau de mon physique, au niveau de tu vois? Donc c'est exactement la même réflexion. On a la chance de pouvoir le faire, enfin la chance, on s'est créé notre chance de pouvoir le faire, Mmh. Mmh. mais c'est ça en fait. Donc pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a tirerez les leçons que vous voulez en tirer. Mais il faut pas toujours se mettre, je pense et je vais être dur, en position de victime par rapport à certaines choses. Quand on nous dit: «Ouais, je travaille trop» ou «J'ai pas le temps» ou enfin plein d'excuses qu'on se trouve souvent. Si on se pose 5 minutes, on trouvera que, soit Jérôme qui a quitté son travail, à Kiabi, ou d'autres personnes qui ont quitté entre guillemets «le mode salariat» ou un taf autre pour se créer la vie de leurs rêves. Mais je pense que c'est super important et je pense que tout le monde peut y arriver. Qu'on ait des enfants ou Mmh. pas, qu'on ait, tel âge ou un autre, je pense qu'à n'importe quel âge, c'est possible et je pense que tout le monde peut y arriver, quasiment. Bah, je te rejoins complètement, hein. Mais, il y a une chose qui est importante que tu as dit, c'est que, heu, enfin, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du «tout dans le pied», mais, je pense qu'à partir du moment où tu n'es pas bien dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et que tu en as conscience, alors c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais si tu ne cherches pas à en sortir, c'est ta faute. Oui. C'est pas la faute de quelqu'un, c'est ta faute. Parce que quelque part, ton corps t'envoie les signaux pour te dire:
il y a quelque chose qui va pas. Du stress, de l'angoisse, du mal-être, tout ça. Donc, à un moment donné, euh, enfin, je veux dire, on se retrouve jamais à la rue. Tu vois, c'est difficile quand tu es en France, encore plus, tu vois, excuse-moi, mais ici, le SMIC, c'est 700 balles hein, au Portugal, hein. Mmh. Donc, je veux dire, si tu es en France, on est quand même bien loti, hein. Tu finis pas à la rue comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est juste que le problème, c'est que il y a un passage à l'action. Tout à l'heure, tu parlais de passage à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui n'est pas facile. Ça, je l'accorde. Ça, c'est clair que c'est pas facile quitter le monde de l'entreprise, du salariat, où j'avais un salaire depuis plus de 10 ans, qui était l'argent bien, des primes, des machins, etc. Et tu quittes du jour au lendemain, où tu te retrouves, mais même ne serait-ce que par rapport à ta propre famille. Moi, mes parents qui ont fait carrière, des grosses carrières, etc., tu leur dis, papa, maman, je quitte mon taf, je suis cabis de directeur, que j'y suis depuis plus de 10 ans, et je vais vivre en van life et je vais me lancer dans du coaching sportif en ligne. T'imagines? C'est, Mais personne n'y croit au générationnellement démarrage, parlant, c'est sûr. moi, mes parents, j'ai resté longtemps, ils m'ont dit, t'es un fou. Maintenant, ils sont fiers de moi. Mais je leur ai tout fait aussi parce que je voulais les rendre fiers, c'est normal. Mais je l'ai fait parce que j'étais dans une situation où j'étais malheureux. Malheureux. Et donc, j'ai pas voulu rester dans cette situation. Aujourd'hui, je suis épanoui, je suis heureux. La vie, elle est faite de haut et de bas, ça, c'est normal. Mais en tout cas, je pense que le côté victime, si tu as la santé, je parle pas là de quand tu n'as pas la santé, type 1, c'est difficile, etc. Et tout, voilà, la maladie, c'est clair que c'est une autre chose. Mais le côté victimisation, si toi, tu en es conscient et que tu ne mets pas les choses pour en sortir, le seul coupable de la non-action et que ça change pas, c'est toi, personne d'autre. Mais le jour où tu as compris ça, moi je pense, hein, que le jour où tu as compris ça, ta vie elle peut changer. Mais il y en a plein qui vont renier la réalité. J'ai fait l'épisode, tu sais, avec Kim, la dernière fois, que tu connais aussi, qui pareil parlait de Mhm. ça, notamment aussi des comment dire? Des «barrières» entre guillemets qu'on se met avant même d'avoir lancé un truc, tu vois? On se dit: «Ah mais non, mais si je fais ça, j'aurai ça et machin et truc». On n'a rien fait en fait et c'est Mhm. fou et voilà. Mais en fait, je sais pas, après on est pas beaucoup en France, de manière générale, à se lancer dans nos rêves ou faire un métier passion et cetera. En pourcentage, on n'est pas nombreux. Donc forcément, tout le monde ne peut pas y arriver, sinon, bah, tout le monde vivrait en van et tout le monde vivrait dans des Airbnb et puis il y aura plus de société, hein, si on faisait comme nous, Mais, mais non, non, mais juste en rigolant, mais en gros, il en faut pour tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous avez la si vous vous sentez pas bien dans ce que vous faites ou quoi que ce soit, pouvez changer les choses. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez un Mhm. ta surtout en ce moment en France, honnêtement, j'ai l'impression de trouver du taf, c'est pas très compliqué. Alors ça dépend quel domaine et cetera, mais honnêtement, maintenant, il y a quand même pas mal d'opportunités parce que quand tu parles avec des recruteurs ou quoi, il y a beaucoup de gens en France, honnêtement, c'est des, branle-couilles, ils branlent rien. Il y en a en fait, à partir du moment j'ai remarqué ça dans beaucoup de métiers, à partir du moment où tu es un peu sérieux en ce moment, bah, tu es au-dessus du lot. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Mhm. gens et surtout depuis le covid, qui, vraiment prennent plus les choses au sérieux. Je pense qu'il y a eu un truc qui a cassé dans beaucoup de choses, chez beaucoup de personnes au niveau du covid, après le covid Mhm. et c'est clairement la meilleure me le meilleur moment pour se lancer dans ce que vous voulez faire, en fait. Avec internet ou même pas avec internet, dans le business, physique, peu importe. Je pense que vous avez tous la capacité d'y arriver. Mais enfin, voilà, on va pas enfin, J'ai eu il y a pas longtemps un de mes collègues, un ancien collègue directeur de chez Kiabi, qui me disait que la difficulté à recruter depuis les 2 dernières années, c'est hallucinant. mmh, Alors, je dis pas que être vendeur, ou vendeuse, ou manager, ou directeur, c'est le métier qui ne faut pas forcément rêver tout le monde, hein, peu importe. Mais la réalité, c'est ça. Il y a vrai, et je te rejoins à 100%, il y a eu un vrai déclic. Et moi, je le ressens plus dans la nouvelle génération, tu sais, qui, autant l'ancienne, ils vont s'accrocher à ce qu'ils ont parce qu'ils ont peur de plus rien avoir, tu sais, mmh. derrière. Autant la nouvelle, bah, ils sont dans le je m'en foutisme total et ils verront ce qui se passera dans 10 ans, quoi. C'est maintenant que tu te construis, quoi. Je veux dire, et je pense qu'il y a ouais, ça a créé du bon comme du moins bon. Moi, c'était con de dire ça, mais je tire du positif d'une saloperie qui a été le Covid. J'en ai tiré du positif pour changer ma vie et l'amener dans une vision différente qui me rend heureux aujourd'hui. Et il y en a qui, malheureusement, à l'inverse, vont en faire encore du victimisation, un truc de fou et qui vont s'enfoncer davantage. Je pense que c'est pas le choix en réalité. T'as le choix. Ouais, faut juste, saisir l'opportunité quand elle se présente, se poser. Je pense que c'est important, comme qui me disait à un moment, mais moi, j'avoue que je le fais pas aussi assez, mais tu sais, se parler entre guillemets, prendre du recul sur Mm, là où on est, penser à nous, avoir je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, avoir une discussion avec soi-même. mm, C'est un truc qu'on fait jamais, tu sais, toujours dans le feu de l'action, tu sais, il y a toujours des gens, ils sont à 100 à l'heure: «J'ai pas le temps». J'ai des élèves, ils disent: J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On fait un appel dans 3 mois, j'ai pas le temps». Je dis: «Mais gros, mais mm, si, tu as le temps, calme-toi». C'est on mm, a tous un emploi du temps, voilà. Alors bon, nous, maintenant, on gère notre emploi du temps comme on veut, mais je pense qu'on travaille quand même, enfin, avec des amplitudes qui sont intéressantes, voilà, enfin bref, on travaille quand même. Mais voilà, oui, je pense qu'il
il faut se poser, prendre le temps et c'est ce que tu as certainement fait et ce que tous ceux qui se lancent dans le coaching en ligne font, en tout cas, c'est qu'on rêve de liberté dans un sens, géographique ou financière ou temporelle, enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, on a envie de changement, dédicace au titre du podcast. Mais voilà, en gros, c'est clairement l'idée, je pense, Jérôme et voilà, je te rejoins, sur tout ça, en tout cas. Hem, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ou alors on conclut sur ces belles paroles, Jérôme? Moi, j'ai passé un agréable moment en tout cas, vraiment. Très, très authentique, très spontané, c'était super sympa. Bon, bah, Merci à tant toi. mieux. Bah, merci à toi surtout, c'était toi l'invité. Merci de nous avoir partagé ton parcours inspirant dans la van life, le fait de pas enfin, on va pas refaire tout, mais voilà, en tout cas, c'était cool. Je suis content d'avoir des invités, de ta trempe, on dira. Parce que moi, des fois, je vais être franc, je me sens un peu seul dans le podcast. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai beaucoup d'invités en ce moment. Mais je me sens un peu seul des fois quand je dis: «Vous pouvez y arriver, mon parcours peut être le vôtre» entre guillemets, enfin voilà. Et quand il y a des gens qui ont des parcours inspirants comme le tien, bah, ça me conforte dans l'idée qu'on peut tous y arriver. Enfin, un peu tous. On peut y arriver, tu vois? Je connais que des fois, tu sais, je dis: «Ouais, vous pouvez faire ça, ça, ça», mais là, au moins, toi, tu es l'exemple de ce que Mmh. certaines personnes pourraient faire si elles veulent améliorer leur vie dans un sens. Ouais. Après, voilà, chacun trouve ce qu'il veut, mais Après, si je peux rajouter un peu par rapport à ça, parce que c'est un fait, c'est juste que simplement, il faut être conscient qu'il y a des gens pour qui ça va matcher en 3 mois. Il y a des gens qui ça va matcher en 6 mois. Il y en a, c'est 10 ans peut-être, j'en sais rien. C'est un peu l'inégalité, si je pourrais dire. mmh, Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la chance, on la provoque. La chance, l'opportunité, on va la saisir. Mais il y a aussi parfois des trucs qui vont. Tu vois, comme moi, je disais, j'ai un deuxième travail en ligne en même temps. Tu vois, ça s'est fait d'une rencontre tout simplement, en fait. Tu vois, c'est tout con. Mais euh, j'ai osé, j'y suis allé, je l'ai fait. Mais voilà, parfois, c'est comme pour la perte de poids ou la prise de muscle, la patience, je pense, et le fait d'y croire. Ne pas, ne jamais arrêter de croire en quelque chose qu'on a envie d'atteindre, quelque chose qu'on a envie de toucher. Il y a des gens qui vont le faire en 3 mois, il y a des gens qui vont le faire en 10 ans, peu importe. Mais tant qu'on a un rêve, il ne faut pas qu'on éteigne ce rêve-là et qu'on fasse tout dans notre quotidien pour aller le chercher. mmh, carrément. Bon, bah, écoute, ça roule, ça conclut très, très bien cet épisode. Bon, il y a pas mal de leçons à en tirer, je pense. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Vous pouvez, retrouver Jérôme sur Instagram. Tout à l'heure, il a dit: «Je suis pas une machine», un truc comme ça me fait rire. Vous pouvez retrouver sur sur son Instagram et comme par hasard, c'est JT Fit tiré du bas machine. Donc voilà, vous aurez affaire à une belle à une belle machine. Champion de France IFBB 2022 et oui, on a oublié de Ouais, le j'en ai même pas préciser. parlé. Ouais. Voilà, Ouais. donc c'est pas n'importe qui en termes de conseils, de manière générale, conseils de vie, de muscu, de bien-être, vous avez affaire à un professionnel donc allez-y, vous pouvez le suivre, les yeux fermés et si vous avez Merci. besoin d'un coaching aussi avec lui, bah, vous pouvez le contacter évidemment. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore Jérôme d'être passé. Merci à toi. Profite bien du Portugal, on se verra peut-être, je sais pas, Yes. on en reparlera après. On va se Hem, croiser. voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite évidemment un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, salut Jérôme, ciao. Ciao.